bonsoir. Je suis ravi et honoré de vous présenter ce soir l'orateur de ce nouvel Agora des Savoirs, monsieur Jean-Gabriel Ganassia, qui vient ce soir nous présenter son dernier ouvrage paru en 2017 aux éditions du Seuil et intitulé « Le mythe de la singularité », que voici. Faut-il craindre l'intelligence artificielle ? Dans un premier temps, je vais présenter Jean-Gabriel Ganassia et ensuite j'essaierai de dresser un rapide panorama de ce qui se cache derrière le terme intelligence artificielle et notamment sa présence très importante dans l'actualité depuis plusieurs mois. Jean-Gabriel Ganassia est aujourd'hui professeur à l'université Pierre et Marie Curie où il mène des recherches sur l'intelligence artificielle au laboratoire d'informatique de Paris 6, le LIP6. Il est président du Comité national d'éthique du CNRS et a publié divers ouvrages, dont le précurseur L'âme-machine au Seuil en 1990. Il est également l'auteur de plus de 350 publications scientifiques, dont les premières datent des années 80, publications écrites dans le cadre de sa thèse de docteur-ingénieur, thèse soutenue en 1983, poursuivie ensuite par une thèse d'État à l'université Paris-Sud 11 sous la direction d'Yves Kodratov, thèse soutenue en 1987. Comme nous le disions à l'instant, ça nous rapproche un peu, car Yves Kodratov a été mon propre directeur de thèse quelques années plus tard, et donc une forme de fraternité qui s'installe. Moi-même, je l'ai effectué à Orsay. Comme je l'ai évoqué très rapidement au début, donc je vais présenter le terme d'intelligence artificielle, et donc notamment sa forte présence dans les médias ces derniers mois. Lorsque j'ai préparé cette introduction dimanche après-midi, j'ai lancé la requête intelligence artificielle dans le moteur de recherche qu'on ne cite plus, et en me focalisant sur la rubrique actualité, et en restreignant la recherche aux publications récentes, c'est-à-dire publiées en France et ayant moins d'un an. J'ai obtenu plus de 100 000 réponses. Parmi ces 100 000 réponses, plus de 6 000 d'entre elles dataient de moins d'une semaine. Donc, preuve que le sujet est très actuel et que c'est une thématique qui intéresse forcément les médias et donc par extension le grand public, comme on peut le voir ce soir avec la salle remplie. Un rapide calcul montre que si on extrapole ce nombre de 6 000 publications à l'année 2018, on pourrait se retrouver avec 300 000 publications pour l'année à venir. Donc, comme Jean-Gabriel Ganassia indique très bien dans son ouvrage, il est compliqué de tirer des lois à partir d'observations de ce type, mais on ne peut pas nier l'intérêt de l'intelligence artificielle aujourd'hui pour le grand public et pour les médias. On peut s'interroger par contre sur le côté récent de cet intérêt qui recouvre à la fois de grands espoirs, mais aussi de grandes peurs, comme l'indique le titre de l'ouvrage. Donc sans pour autant retracer toute l'histoire de l'intelligence artificielle, je vais donner quelques grandes dates qui ont marqué l'histoire. Donc, en 1950, la publication d'un article par Alan Turing. En 1956, la conférence de Dartmouth qui fonde le domaine de l'intelligence artificielle. Ces années ont été suivies par de longues périodes de recherche fructueuses avec de grandes avancées. Beaucoup de concepts ont été définis et posés avant les années 80. Et la technologie de l'époque, malheureusement, ne permettait pas forcément de les exploiter très bien. Depuis maintenant 15-20 ans, la puissance de calcul a augmenté de manière significative et de grands résultats ont été obtenus. Pour en citer quelques-uns, en 1997, le système Deep Blue qui a battu le champion du monde Garry Kasparov aux échecs. En 2005, un robot de Stanford qui a remporté le challenge organisé par le DARPA, le département de recherche de l'armée américaine, en conduisant pendant plus de 210 km dans le désert sans avoir aucune connaissance au préalable du terrain. Plus récemment, en février 2011, l'ordinateur Watson d'IBM qui a remporté le jeu télévisé Jeopardy. Et enfin, il y a un an et demi, en 2016, l'intelligence artificielle AlphaGo développée par Google qui a battu le champion du monde de jeu de Go, Lee Sedol. De nombreux autres progrès de l'IA sont visibles un peu partout au travers d'applications qu'on exploite au quotidien, le GPS, la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale, etc. Ce renouveau de l'IA interroge les chercheurs. Une large consultation a été menée par Cédric Villani actuellement, et elle fait suite au plan IA lancé en 2016 par le précédent gouvernement. L'intelligence artificielle intéresse vivement les industriels, essentiellement aux États-Unis et en Chine. Et il n'y a pas très longtemps, tout le monde a pu voir l'annonce de Facebook qui va investir plus de 10 millions d'euros en France dans les jours, semaines ou mois à venir. Ce renouveau de l'IA interroge aussi les Français. Donc, dans un sondage publié la semaine dernière par le CSA, on découvre que 94% des Français ont entendu parler du terme de l'intelligence artificielle. 54% d'entre eux disent savoir très bien de quoi ça retourne. Et 80% d'entre eux pensent que l'intelligence artificielle est déjà présente dans leur quotidien ou en passe de l'être dans un futur proche.
Outre le fait que l'intelligence artificielle envahit les médias, il est impossible de nier que nous sommes face à un bouleversement anthropologique. L'intelligence artificielle s'est immiscée dans nos vies. Elle a modifié notre manière de voir le monde et d'interagir les uns avec les autres. Un point récurrent dans toutes ces observations est l'interprétabilité des résultats de certaines intelligences artificielles. Comment expliquer les résultats obtenus, les comportements générés? La CNIL, suite à un débat national réalisé pendant l'année 2017 au travers de nombreuses réunions publiques en France, a publié un rapport très intéressant intitulé, je cite, « Comment permettre à l'homme de garder la main ?» Un rapport sur les enjeux éthiques des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Ce rapport énonce 6 recommandations opérationnelles, parmi lesquelles, je cite, « Rendre les systèmes algorithmiques compréhensibles, en renforçant les droits existants et en organisant la médiation avec les utilisateurs. » Je ne peux que vous inviter à lire ce rapport qui est très facilement accessible. Toutes ces avancées de l'intelligence artificielle s'accompagnent aussi de craintes, de peur pour la liberté individuelle, pour le travail. Un sondage effectué par l'IFOP en 2017 et publié le 10 octobre dernier indique que l'intelligence artificielle inquiète 2 Français sur 3. Pour conclure, parmi les questions qui reviennent de manière récurrente, on trouve, faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Est-on à l'aube d'une singularité qui nous ferait perdre le contrôle? Il y a 3 ans, en janvier 2015, plusieurs chercheurs, industriels et personnalités reconnues, dont Stephen Hawking, Elon Musk et d'autres, ont co-signé une lettre ouverte sur l'intelligence artificielle. Cette lettre intitulée, dans sa traduction française, « Priorité de recherche pour une intelligence artificielle solide et bénéfique », une lettre ouverte, soulève plusieurs préoccupations à court et moyen terme sur le risque potentiel de perte de contrôle. Je vais laisser maintenant la parole à Jean-Gabriel Galassia, qui va nous apporter un éclairage différent, je pense, de ce que nous pouvons trouver dans de nombreuses publications, qui tendent, pour une partie d'entre elles, à créer de la peur et du stress autour du terme de l'intelligence artificielle, avec notamment le spectre de cette singularité, moment où l'humanité pourrait perdre le contrôle sur la technologie et se verrait potentiellement menacée d'extinction par des systèmes autonomes estimant l'humanité devenue inutile, voire dépassée. Le risque est-il réel? L'échéance est-elle proche? Comment évaluer tous ces éléments? Je suis sûr que Jean-Gabriel nous apportera des réponses lors de son exposé. Merci de m'avoir invité à parler sur ce livre et merci d'être aussi nombreux donc, pour cette conférence de présentation de cet ouvrage où je vais essayer de reprendre un peu ce qui a été les thématiques de cet ouvrage que j'ai écrit, peut-être en rajoutant un certain nombre de points qui, entre-temps, entre le moment où je l'ai publié et puis maintenant, font que les choses, la donne se transforme. Alors comme je suis enseignant, alors on a dit tout à l'heure que j'étais enseignant à l'université Pierre et Marie Curie, et ça n'est plus vrai, parce que cette université n'existe plus. Elle a fusionné avec l'université Paris-Sorbonne, et aujourd'hui ça s'appelle Sorbonne Université au singulier. Ici, il y a Sorbonne Université au pluriel, mais en réalité, j'ai fait une erreur, parce que je crois que ça n'existe même plus, Sorbonne Université au pluriel. Enfin, c'est pas très grave, ça date d'il y a peu de temps, ça date du 1er janvier 2018, et donc au moment où j'ai dû donner ma bio, c'était pas encore fait, donc ça explique. Donc, comme je suis enseignant, donc j'aime bien faire des plans, et donc... j'ai adopté la structure suivante pour cet exposé. Je vais rappeler un peu ce qui a été dit tout à l'heure sur la naissance de l'intelligence artificielle, mais au-delà des dates, je crois que ce qui sera important, c'est de rappeler les fondements épistémologiques de cette discipline et son ampleur. Et puis ensuite, je voudrais parler de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors on en a un peu parlé, je voudrais en parler un tout petit peu plus, parce que je crois que c'est vraiment effectivement une discipline qui a joue un rôle très important dans le monde contemporain. À ce propos, quand j'ai commencé à faire de l'intelligence artificielle, je me souviens que personne ne savait ce que c'était. Et je me souviens, par exemple, un jour, j'avais une petite amie dans le 7e arrondissement. J'étais invité chez ses parents. Alors, comme c'est d'usage, dans ce cas-là, on demande au jeune homme, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et donc, imprudemment, j'ai dit, je fais de l'intelligence artificielle. Et là, je me suis rendu compte que j'étais sommé de m'expliquer. C'était très difficile. Bon, j'ai passé plus de 40 ans à essayer d'expliquer ce que c'était. J'espère que je vais y arriver ce soir. Mais à l'époque, c'était très difficile parce que personne ne comprenait.
Et à la fin, la maîtresse de maison m'a dit « Ah, je comprends, c'est vous qui allez mettre tout le monde au chômage avec des robots. » Alors on reprendra bien sûr cette idée plus tard, hein, parce que ça fait partie des grandes craintes qui existent aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Puis après, je parlerai vraiment de ce qui fait le cœur du livre, qui est ce que j'ai appelé ici l'I-apocalypse, hein, c'est-à-dire l'apocalypse de l'intelligence artificielle, hein, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, a fait l'objet d'un certain nombre de déclarations. Alors, tout d'abord, donc, naissance de l'intelligence artificielle. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, il est courant de considérer qu'Alan Turing est l'homme qui est à l'origine de l'intelligence artificielle. C'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux non plus. C'est pas tout à fait vrai pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'a jamais employé le terme intelligence artificielle. Et puis deuxièmement parce que l'idée selon laquelle on pourrait essayer de reproduire sur une machine l'intelligence, cela est bien antérieur à Alan Turing. Et par exemple, un philosophe, Leibniz, a imaginé une machine qui pourrait raisonner. Alors ça vient de la conjonction de deux hypothèses donc l'une philosophique. Est-ce que la pensée se réduit à un calcul? Et on a des traditions philosophiques comme Hobbes, Leibniz et d'autres qui pensent que la pensée n'est qu'un calcul, c'est-à-dire une manipulation d'expressions, de symboles. Et puis, la deuxième hypothèse, c'est qu'on peut construire une machine pour faire des calculs. Et vous vous souvenez que Pascal a fait une machine qui faisait des calculs, hein, et qu'ensuite on a fait beaucoup de progrès dans ce domaine. Et cette idée, donc, qui a été reprise par un certain nombre de gens, en particulier au XIXe siècle, il y a un logicien, un économiste, qui a repris l'algèbre de Boole. Peut-être que tout le monde connaît l'algèbre de Boole, bien sûr, aujourd'hui. Et il s'appelait Stanley Gibbons. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il a réalisé une machine qui faisait du raisonnement. Donc, vous voyez que c'est plus ancien qu'Alan Turing. Et puis, il y en a quelques autres. Mais Alan Turing est connu, d'abord parce qu'il a une vie tout à fait extraordinaire, parce qu'il a jeté les fondements de l'informatique, mais aussi parce qu'il a écrit en 1947 d'abord, et puis en 1950, 2 articles où il se demandait ce que ça pouvait signifier que de penser pour une machine. Et c'est là où il va essayer de répondre à toutes les objections qu'on faisait à l'époque à l'idée qu'une machine puisse penser. En particulier, il va introduire le fameux test de Turing, que je ne commenterai pas ici, hein, mais dont il faut dire qu'il a été beaucoup, mal interprété, repris de différentes façons. Hein, au point qu'il y a quelque temps, il y avait un livre collectif en hommage à Turing, c'était des lettres ouvertes à Turing. Et moi, je m'étais amusé à faire une lettre du type des exercices de style de Raymond Queneau, mais sur le test de Turing, parce qu'il y a toutes sortes de versions fantaisistes du test de Turing, dont une version cinématographique dont vous vous souvenez peut-être, Ex Machina, que je vais mentionner tout à l'heure, mais on reviendra sur ce sujet. Mais la vraie naissance de l'intelligence artificielle, ce sont 2 jeunes gens qui ont 28 ans et qui décident en 1955 de créer une nouvelle discipline. Alors pour bien comprendre le contexte, il faut se rappeler que le premier ordinateur électronique est construit en 1946. C'est quelque chose donc de très nouveau, très extraordinaire. Et ces jeunes gens qui ont des thèses de mathématiques, tout d'un coup découvrent ces machines et ils se disent mais ça pourrait être formidable, on pourrait essayer de mieux comprendre l'intelligence avec ces outils. Et à ce moment-là, ils se réunissent donc et ils arrivent à convaincre 2 personnes qui n'étaient pas négligeables. Hein. Donc ils ont 28 ans et ils convainquent quelqu'un qui s'appelle Nick Rochester, qui était le directeur scientifique de la société IBM, et puis une autre personne qui était Claude Shannon, qui est vraiment l'homme de la théorie de l'information. Et avec ça, ils décident donc de déposer un projet d'école d'été à la Fondation Rockefeller. École d'été qui va se tenir en 1956. Et ce que j'ai mis ici, c'est juste le préambule du projet,
Le projet n'est pas très gros d'ailleurs, hein. C'est beaucoup moins gros que les projets actuels, hein, pour avoir une école au CNRS ou à la communauté européenne, hein. C'est un projet de 2 ou 3 pages. Mais donc, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent donc lancer une nouvelle discipline. Vous voyez, ils disent, hein, on propose, hein, une école de 2 mois, hein, pour étudier l'intelligence artificielle. Hein, et ils disent, cette étude repose sur une conjecture. Alors j'insiste là-dessus parce que au plan épistémologique, ça veut dire que ça va définir un horizon de tâches. Comme Galilée, vous voyez, au début de l'âge moderne, il fait une hypothèse, il dit « la nature s'écrit en langage mathématique ». C'est de cet ordre-là, je crois, hein, comme hypothèse. Donc c'est l'hypothèse que l'intelligence, c'est un ensemble de fonctions cognitives. Alors, bon, il y a beaucoup de gens, bien sûr, qui nous disent essayez de définir l'intelligence. Ben non, je ne sais pas définir. D'ailleurs, si je savais ce qu'était l'intelligence, je ne ferais pas d'intelligence artificielle, puisque le but, c'est de mieux comprendre l'intelligence, justement, hein, avec des machines. Et puis, l'intelligence, alors, un certain nombre de gens vous disent le QI, c'est l'intelligence. Non, le QI, ce sont des tests qui posent énormément de problèmes, hein, et conceptuellement, d'ailleurs, on sait très bien les limites, hein, du QI. Non, l'idée, c'est que l'intelligence, c'est un ensemble de facultés qui sont très variées. Et donc, ce que souhaitaient ces jeunes gens, c'est se dire, on va essayer de concevoir une discipline qui va étudier les différentes facultés en essayant de les simuler. Donc, l'idée, c'est qu'on peut prendre chaque fonction cognitive et essayer de la décomposer jusqu'à obtenir des modules si élémentaires qu'une machine puisse être fabriquée pour la reproduire. Donc j'insiste là-dessus parce que ça permet de mieux comprendre ce qu'était l'ambition et bien sûr d'éviter un malentendu qui se fait jour couramment en disant l'intelligence artificielle. Moi je me souviens quand je commençais, les gens me disaient mais j'expliquais ce que c'était, puis après, elle me disait, mais est-ce que vous y croyez dans l'intelligence artificielle? Alors j'étais très gêné parce que un physicien, on ne lui dit pas, est-ce que vous y croyez dans la physique? Un biologique, on ne lui dit pas, est-ce que vous croyez dans la biologie? Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, c'est pas un projet de fabriquer une entité qui est un double de nous-mêmes, hein. C'est vraiment une étude de l'intelligence avec les machines. Et bien sûr, hein, le terme est un tout petit peu ambigu. Alors on le critique souvent parce que les gens se disent « Ah oui, ce sont des gens qui veulent faire une intelligence artificielle ». Mais le but, plus exactement, tout le malentendu vient de l'article. Ce n'est pas une intelligence artificielle, ce n'est pas une entité qui serait douée d'intelligence et qui serait fabriquée. Non, c'est l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique qui va étudier l'intelligence avec ce propos qui est décomposé en fonctions élémentaires et de les simuler. Alors, je vais juste donner quand même une idée de ce que sont les fonctions élémentaires que l'on va essayer de simuler. Alors, je ne vais pas toutes les prendre une par une, mais il est d'usage dans les sciences cognitives de décomposer les facultés en 5 grands groupes. Ici, je vais les donner. Vous avez les fonctions réceptives, ce qui correspond donc à la perception, c'est-à-dire au passage des capteurs. Nous avons des yeux, nous avons des oreilles, des capteurs, jusqu'à une représentation, c'est-à-dire une description en mémoire. Et puis ensuite, bien sûr, il y a toute la réflexion sur ces représentations. Comment être capable de rendre l'objet présent en son absence? C'est la mémoire. Et puis comment construire des connaissances? Ça, c'est le deuxième champ qu'aborde l'intelligence artificielle. Le troisième, c'est le raisonnement. Si on reprend Aristote, toute la tradition, le raisonnement, c'est un calcul justement sur ce qui est mémorisé, c'est-à-dire un calcul sur les représentations. Est-ce qu'on peut faire des machines qui simulent le raisonnement? Et puis, tous ces 3 premiers points sont liés à un individu isolé, un agent. Et ensuite, bien sûr, ces agents communiquent, et donc il y a toutes les fonctions communicatives avec les questions de langage, etc. Tout ça relève de l'intelligence artificielle. Puis ensuite, les fonctions exécutives, des robots qui vont mettre en œuvre un certain nombre de décisions. Vous voyez que ça dessine un champ extrêmement vaste. Alors, je ne vais pas décliner une à une ces simulations, mais simplement, ce que je veux dire, c'est qu'en 60 ans, cette discipline, un peu plus de 60 ans, aujourd'hui 62 ans, 61 ans, si on prend 56, en 60 ans, cette discipline a transformé le monde. Et alors j'ai l'impression, alors vous allez me dire, bon c'est normal, vous êtes spécialiste d'intelligence artificielle, mais j'ai l'impression que c'est la discipline scientifique qui a le plus transformé le monde dans ces 60 dernières années.
Alors, vous allez me dire, la physique, oui, mais la grande physique, c'est la physique des années 30, je veux dire, qui va vraiment changer. Mais la physique a fait certes des progrès considérables dans ces 60 dernières années, mais ça n'a pas changé notre vie quotidienne. De même, la biologie a fait des progrès extraordinaires. On a découvert la structure du génome, et on a découvert tout un tas de mécanismes. Mais même si ça a permis de mettre au point un certain nombre de médicaments, l'allongement de la durée de la vie est essentiellement dû à l'amélioration des conditions d'hygiène. Tandis que l'intelligence artificielle, nous l'utilisons tous les jours. Et la première chose qui est importante de dire, c'est que le web, c'est un couplage des réseaux de télécommunications et d'un concept qui s'appelle l'hypertexte. Et l'hypertexte, c'est une modélisation de la mémoire, donc j'ai dit modélisation d'une fonction cognitive, avec des techniques d'intelligence artificielle, qui a été publiée dans une conférence d'intelligence artificielle en 1965. Donc, c'est de l'intelligence artificielle. Les moteurs de recherche, c'est de l'intelligence artificielle. Ce qu'on appelle le web sémantique, c'est de l'intelligence artificielle. Puis on va continuer. Les robots, c'est de l'intelligence artificielle. Et les bots, les robots virtuels aussi. Les voitures autonomes, il y a de l'intelligence artificielle. La biométrie, la vision, la reconnaissance de la parole, le traitement et la compréhension du langage naturel. Siri, par exemple. Il se trouve, par hasard, à propos de Siri, une petite anecdote, il y a 1 an et demi, quelqu'un m'envoie un mail et me dit « Écoutez, j'ai été votre étudiant, puis j'ai lu des choses qui m'ont intéressé de ce que vous avez écrit. J'aimerais bien vous rencontrer. Et j'ai été votre étudiant. » Et donc, dans mon bureau, j'étais un peu occupé, je le reçois. Et donc, il m'a dit que c'était l'un des concepteurs de Siri. Donc, vous voyez, c'est vraiment de l'intelligence artificielle. Ça a été mon élève. Et puis, je voulais aussi rajouter un point ici sur l'intelligence artificielle, c'est que la science s'est transformée. Elle s'est transformée parce que dans le schéma expérimental qui commence avec Galilée, cette idée d'expérience, c'est-à-dire d'aller dans le monde et d'éprouver une théorie, de la valider. Donc ce schéma expérimental suppose que vous partez d'une hypothèse et vous construisez un dispositif matériel qui va tester la théorie, et vous recueillez des observations, vous les confrontez à ce que la théorie permet d'anticiper. Mais bien sûr, ce schéma est mis en cause aujourd'hui parce qu'on a des capteurs qui enregistrent de façon systématique des données, et ensuite on va tester directement la théorie sur la donnée. C'est ce qu'on appelle les expériences in silico. Et donc ça donne naissance à un nouveau type de science, les e-science. Donc il y a effectivement, depuis ces dernières années, une révolution épistémologique en cours qui est considérable, qui est une révolution silencieuse dont on n'entend pas parler, mais qui est extrêmement importante. Alors, je voudrais maintenant parler de l'intelligence artificielle aujourd'hui, parce que là, j'ai parlé des 60 dernières années. Alors, je vais parler d'un certain nombre de succès. Donc, on a entendu parler tout à l'heure du jeu de Go, bien sûr. Il y a un peu plus, il y a presque 2 ans maintenant. Cette chose tout à fait extraordinaire. On avait une machine qui l'avait emporté en 1997 contre le meilleur joueur au monde d'échecs, contre Garry Kasparov. Et on pensait que le Go était quelque chose d'inaccessible. Je regarde, donc tous les spécialistes d'intelligence artificielle le savent, parce qu'il y a une combinatoire qui est beaucoup plus forte. Et puis, il s'est trouvé que, de façon très surprenante, on a eu des succès, mais on pensait que ça prendrait très longtemps. Et de façon très surprenante, la machine l'a emporté sur l'un des meilleurs joueurs au monde, Lee Sedol, en mars 2016. Vous en souvenez, mais peut-être ce dont vous vous souvenez moins, c'est que en 2017, à la fin de l'automne, vous avez une petite nouvelle, c'est que la société DeepMind a refait AlphaGo. Mais AlphaGo apprenait à partir de parties qui avaient été jouées par des grands joueurs. Et donc à partir de ça, ils se disaient les coups positifs sont les coups qui ont été joués dans des parties qui ont gagné, les coups négatifs sont des coups joués dans des parties qui ont perdu. Ça mettait très longtemps, il y avait un apprentissage qui durait 4 mois sur des machines vectorielles, donc c'est très impressionnant. Mais bon, ils sont arrivés quand même à battre le meilleur joueur au monde. Mais ils ont refait la même chose avec un autre type d'apprentissage, ce qu'on appelle de l'apprentissage par renforcement, avec une machine qui jouait contre elle-même. AlphaGo 0. 0 parce que la machine apprend à partir de rien du tout.
Et cette machine AlphaGo 0, je l'appelle la machine autistique, parce qu'elle jouait contre elle-même uniquement, et bien elle l'a emporté contre AlphaGo, 100 parties contre 0. Donc ça donne une idée quand même des... Alors, autre réalisation sur la reconnaissance d'image. Je vous ai parlé de la perception. La reconnaissance d'image, on a essayé de donner plein de visages. Alors, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un visage? Ça, c'est une question délicate. Et donc là, on a donné des photos à des machines. Alors, on a utilisé de l'apprentissage machine, pas un nombre conséquent, 200 millions de photos. Et on a donné ça sur 8 millions d'individus. C'est-à-dire qu'on donne plusieurs photos, bien sûr, par individu. Et les résultats, FaceNet de Google, il y a d'autres machines, FaceNet avait un taux de précision de 99,63%. Alors, bien sûr, ça nous dépasse, parce que, je sais pas, on est, en général, un individu moyen reconnaît 200, 300, 400 personnes, peut-être. Moi, je sais que j'ai du mal avec mes anciens étudiants. Bon, ceci étant, ils ont changé souvent. Mais là, vous imaginez reconnaître avec cette précision entre 8 millions d'individus, c'est quand même très impressionnant. Donc, nous construisons des machines qui nous dépassent. Alors, on va revenir là-dessus, parce que je crois qu'il faut essayer de comprendre ce que veut dire une machine qui nous dépasse. Alors, j'ai donné un autre exemple qui me tient à cœur, pour des raisons que ceux qui me connaissent savent. Donc, c'est un exemple sur des diagnostics de cancer de la peau. À partir de photographies de grains de beauté, vous voyez, on prend chaque photographie et on nomme la maladie associée, ou l'absence de maladie, associée à ce grain de beauté. Et on fait ça sur 129 450 images numériques. On entraîne par apprentissage supervisé une machine, et on a un résultat tout à fait étonnant qui fait un diagnostic meilleur que 21 dermatologues sur les mêmes images. Alors, bien sûr, c'est publié dans la revue Nature en février, donc il y a moins d'un an. Donc ça donne une idée de ces résultats tout à fait extraordinaires. C'est une question difficile, celle du diagnostic. Vous voyez, les dermatologues ont tout un tas de techniques, de moyens mnémotechniques. Vous voyez, ils parlent de la symétrie, de l'irrégularité des bords, de la couleur, etc. Et on n'a donné aucune de ces notions à la machine, mais elle est capable, simplement par apprentissage, de faire la reconnaissance. Et c'est vrai que 130 000 images, on peut se dire que même des dermatologues chevronnés ne voient peut-être pas 130 000 grains de beauté dans leur vie. Donc ça explique bien sûr que les machines obtiennent des performances tout à fait extraordinaires. Donc tout ça, bien sûr, fait qu'il y a de quoi être enthousiaste. Alors, ensuite, il y a un certain nombre de sociétés qui vont beaucoup plus loin. Et c'est de ça, bien sûr, dont je vais parler maintenant. C'est-à-dire ce qui déborde un tout petit peu cette rationalité. Alors, il y a entre autres une société qui fait, alors on dit c'est bien sûr à la limite, une société qui s'appelle Calico. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette société, California Life Company. Société montée par la première femme d'un des dirigeants de Google, qui avait pour objectif d'étudier le génome et à partir du séquençage, de déterminer les responsables du vieillissement. Vous voyez ici le thème « We are tackling aging, one of life's greatest mysteries ». Et l'idée, c'est sûr comprendre le mécanisme du vieillissement pour nous aider à rester éternellement jeunes. Alors, bien sûr, est-ce qu'ils ont réussi? Pour l'instant, c'est une question ouverte. Est-ce qu'ils vont réussir? Mais vous voyez que l'ambition de l'intelligence artificielle, de ce point de vue-là, et de ce côté-là du monde, du côté de la Silicon Valley, est illimité d'une certaine façon. Et puis je voudrais citer un petit exemple ces derniers temps. Vous vous souvenez de Sophia, cette comment dire, cette espèce de poupée, parce que c'est pas, on nous dit que c'est un robot. Alors c'est assez curieux de nous dire que c'est un robot parce que elle a relativement peu d'autonomie. C'est plus du point de vue technologique, de la mécanique, vous voyez,
les muscles du visage, qui ont été assez bien travaillés. Mais le discours qu'elle a prononcé à l'ONU était enregistré, enfin, il était très convenu. Enfin, ce n'est pas un discours généré vraiment par un robot. Et donc il y a peut-être une petite malhonnêteté de ce point de vue-là. Et on nous a dit qu'elle a été faite citoyenne saoudienne. Alors je ne sais pas si c'est la bonne traduction, parce que moi je pensais que l'Arabie saoudite n'était pas une république, et pour moi il ne pouvait pas y avoir de citoyens. J'avais l'impression que c'était plutôt un sujet, et donc qu'elle faisait un acte d'allégeance, ce que je conçois tout à fait de la part d'un robot. Mais ça c'est une parenthèse. Ça fait partie de toutes ces exagérations peut-être qu'il y a aujourd'hui, et je crois qu'il convient de les dénoncer. Alors tout ça, c'est ce qui m'a poussé, il y a d'autres choses, c'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre. Donc moi, je suis scientifique, spécialiste d'intelligence artificielle, et je voyais depuis quelques années des déclarations tout à fait étonnantes, et en même temps, je me disais, il faudrait peut-être essayer de répondre à cela. Et il se trouve que j'ai aussi une petite formation de philosophe, et j'étais dans une communauté, à la fois donc mes travaux de recherche, et de temps en temps, j'allais dans des conférences sur la communauté Computer and Philosophy. Et c'était à l'étranger, avec beaucoup d'anglo-saxons. Et là, je leur disais, mais enfin, il faudrait que nous répondions en tant que communauté à ces déclarations. Alors, ils rigolaient. Et puis ensuite, donc, j'ai fait paraître une communication dans une conférence sur ces questions-là. Et là, il n'y avait vraiment personne. Et puis ensuite, il y avait une revue qui suivait. Donc, j'ai transformé mon article dans un article de revue. Et là, il y avait 2 relecteurs. Donc, il y en avait un qui trouvait que ça allait. Il m'a demandé des petites corrections. Et puis, le deuxième m'a dit « Ah ouais, c'est pas mal. Il y a des choses qui sont vraies, mais il y a des choses qui sont inadmissibles. Vous ne connaissez pas l'apprentissage. » Alors, il se trouve que comme c'était une revue de philo, les gens ne savaient pas que j'étais spécialiste d'intelligence artificielle, puisque c'est en double aveugle. Enfin, en double aveugle. Oui, c'était en double aveugle. Mais ce qui s'est passé, c'est que théoriquement, je ne savais pas qui était le relecteur, et le relecteur ne savait pas qui j'étais. Il se trouve que le relecteur, tout homme a ses faiblesses, m'a demandé de citer 5 articles dans lesquels le premier auteur était le même. J'en ai induit, justement, que ce premier auteur était l'auteur de cette critique. Et il se trouve que je l'avais croisé. Et je me disais, mais c'est quand même, il est vraiment très, très insistant sur ce genre de choses. Et à ce moment, je suis allé regarder, je me suis rendu compte qu'il participait aux universités de la singularité, je vais en parler tout à l'heure, et donc il était dans ce mouvement transhumaniste. Et je me suis dit, à ce moment-là, c'est très difficile d'écrire. Je me suis dit, comment ça se fait qu'on a donné cet article à évaluer à cette personne? Donc ensuite, la personne qui s'occupait de l'édition de numéro spécial a dit, bon, c'est pas grave, on va écrire ton article, et puis on va lui demander de répondre. Donc je clarifie ma position, je la précise, et puis ensuite, mon article a été rejeté. Et je n'attendais pas pour ma carrière d'avoir un article en plus, mais quand même, je trouvais que c'était incroyable de ne pas pouvoir s'exprimer sur ce sujet-là. Et quand j'ai croisé le rédacteur en chef de la revue, que je connaissais, qui est un philosophe d'une grande université, il me dit, tu comprends, on ne peut plus aujourd'hui, on ne peut pas écrire des choses sur ce sujet-là. Alors je me suis dit, si on ne peut pas les écrire dans le monde anglo-saxon, je vais les écrire en français. On peut encore écrire en français. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Alors le livre donc est traduit en japonais, il est traduit en coréen, il est traduit en portugais, mais il n'est toujours pas traduit en anglais. Alors, donc je vais maintenant parler donc ce qui fait le cœur de mon propos, c'est ce qu'on appelle la singularité. Alors moi j'ai appelé ça donc e-apocalypse, et donc je vais essayer de décrire ce dont il s'agit et de montrer un tout petit peu quelles sont les différentes manifestations de ce courant de pensée, je ne sais pas comment l'appeler. Alors, si vous avez un très beau film que peut-être certains d'entre vous ont vu, plastiquement très beau, même si du point de vue conceptuel, c'est pas très nouveau, qui s'appelle Ex Machina. Et dans ce film, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un directeur d'un très grand moteur de recherche qui a une somptueuse maison en Alaska. Et là, il fait venir un de ses ingénieurs pour
passer des vacances parce qu'il a bien travaillé. Et puis quand l'ingénieur arrive, il lui donne tout le confort, et puis il lui dit, en réalité, je ne t'ai pas vraiment invité pour te reposer. Je t'ai invité pour travailler avec moi, parce que dans ma villa, j'ai un laboratoire. Et dans ce laboratoire, je veux créer une véritable intelligence artificielle, c'est-à-dire une machine qui soit capable de penser. Alors c'est là où il va introduire ce test de Turing que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est un test de Turing inversé. Vous savez que dans le test de Turing, enfin vous ne savez pas, mais je vous le rappelle, dans le test de Turing, vous avez un homme contre une machine, je simplifie, et l'homme dialogue avec la machine. En fait, il ne sait pas que c'est une machine, et donc la question, c'est combien de temps il va pouvoir dialoguer avec lui en pensant que c'est un homme. En réalité, en pensant que c'est un homme, que c'est une femme. Mais bon, ça, peu importe. Il y a tout un jeu. Alors là, c'est l'inverse. C'est un robot, magnifique robot, plastiquement, elle danse, elle est extraordinaire. Et un jeune homme, donc, discute avec elle. Et là, l'idée, c'est jusqu'à quand ce jeune homme va penser que c'est un robot? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, dans ce dialogue, il pensera que ça ne peut pas être un robot? Donc c'est un peu l'objet. Et puis après, ce robot va s'animer. Il va arriver tout un tas d'histoires extraordinaires. Alors on est vraiment dans ce contexte de vieux mythe, Pygmalion, enfin, je dirais la statue qui s'anime. Et donc tout ça relève de l'imaginaire, et il n'y a aucune critique, au contraire, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Alors, simplement, ce qui, moi, m'a gêné, c'était pas ça, bien sûr. Tous les films qu'il y a sur la singularité, c'est que, comme ça a été dit tout à l'heure, depuis quelques années, il y a un certain nombre de gens qui nous expliquent qu'il faut se méfier des machines parce qu'elles constituent un danger dit existentiel pour l'humanité. C'est-à-dire que leur développement va conduire à la fin de l'humanité. Alors, l'un des premiers, l'un des premiers, non, c'est pas l'un des premiers, disons des récidivistes, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'il fait des déclarations de ce type-là. Donc, l'une de ces déclarations, je cite de 2014, parce que c'est vraiment celle qui m'a motivé pour ce livre. Donc, Stephen Hawking explique que c'est très dangereux. Et il a co-signé une tribune dans un journal avec Mark Termas, qui est prof de physique au MIT, avec Franz Wissek, qui est non seulement prof de physique, mais qui en plus prix Nobel. Et puis, alors ça m'a... Parce que là, je pouvais me dire, ah ouais, mais ils sont totalement incompétents. Aucun n'est informaticien dans tout cela. Mais alors, en plus de ça, ils ont réussi à associer avec eux Stuart Russell. Alors, vous ne savez pas qui est Stuart Russell, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, qui est informaticien, qui est anglais, qui maintenant est prof à Berkeley, qui a été 2 ans dans mon laboratoire, et qui est surtout l'auteur d'un traité d'intelligence artificielle que l'on donne à la plupart des étudiants, Artificial Intelligence, A Modern Approach, avec Norwig. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent qu'il faut se méfier. Alors, quels sont leurs arguments ? C'est qu'avec les progrès de l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle le big data, donc en français les masses de données, et l'apprentissage machine, on a des résultats tout à fait extraordinaires. Et en particulier, ils citent des réalisations que sont la voiture Google, c'est-à-dire la voiture autonome, dont on a parlé tout à l'heure, cette voiture qui est capable de parcourir des millions de kilomètres sans conducteur. Siri, la reconnaissance vocale, je vous ai évoqué mon ancien étudiant, qui, bien éloigné d'ailleurs de cela, au contraire, puisqu'il est venu me voir justement pour dire à quel point il était en accord avec ce que je disais. Et puis Watson, que l'on a mentionné tout à l'heure, et puis bon, bien sûr, c'était en 2014, mais si c'était aujourd'hui, il citerait certainement AlphaGo, j'imagine, et puis tout un tas d'autres choses tout à fait extraordinaires. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent exactement ? Alors, je vais reprendre la déclaration, ce que dit donc Stephen Hawking, il dit, tandis que l'impact à court terme dépend de ceux qui contrôlent l'intelligence artificielle, son impact à long terme dépend de la possibilité même de le contrôler. Autrement dit, nous allons avoir avec l'intelligence artificielle des machines qui vont nous échapper.
Et, bien sûr, ces machines vont prendre d'elles-mêmes des décisions qui ne seront pas les nôtres, qui seront leurs propres décisions. Autrement dit, ce n'est pas seulement une machine qui se trompera, une machine qui fera une erreur, une machine qui conduira à un accident, c'est qu'elle aura une intention propre à elle. Elle aura une volonté. Elle sera autonome, en un sens philosophique, moral. Alors, bien sûr, c'est un tout petit peu troublant. Alors c'est troublant. Qu'un auteur de science-fiction nous raconte une histoire pareille, ça ne pose aucun problème. Mais que des gens aussi importants qu'Elon Musk, que vous voyez ici, ou que Bill Gates nous racontent des choses comme ça, c'est un tout petit peu troublant. Les autres, ce sont, vous avez Stuart Russell ici, Stephen Hawking et Mark Termax ici. Je n'ai mis que leurs photos. Et donc, je pense qu'il faut essayer de répondre. Alors, on peut se dire, c'est fantaisiste, oui, d'accord. Mais quand vous dites ça, les gens vous disent, ah oui, mais quand même, c'est pas n'importe qui. Donc, ils ont peut-être des arguments. Ils ont peut-être des raisons qui permettent de justifier leurs craintes. Et donc, je crois qu'il faut essayer d'y répondre. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire, en reprenant leurs arguments qui m'ont semblé extrêmement faibles. C'est ce que je vais vous exposer tout à l'heure. Mais avant, je voudrais revenir sur un terme qui est souvent employé, qui est celui d'intelligence artificielle forte. On nous dit quelquefois, on va passer de l'intelligence artificielle faible, qui est celle d'aujourd'hui, celle qui a obtenu les succès dont nous parlons, à un autre type d'intelligence artificielle qui est une espèce de... une machine qui va tout d'un coup avoir une conscience. Alors, je crois qu'il est intéressant de se demander, pour comprendre ce qu'est cette intelligence artificielle forte, d'où le terme vient. Et curieusement, il ne vient pas de scientifique, il ne vient pas de technicien, il ne vient pas d'ingénieur, il vient d'un philosophe. John Searle. Alors, je ne sais pas si vous savez, John Searle, c'est un spécialiste des actes de langage. Et dans les années 80, il était en conflit, en opposition avec il était en opposition avec d'autres philosophes qu'on appelait les cognitivistes. Plus exactement, ce qu'on a appelé pendant longtemps le cognitivisme orthodoxe. Alors, que disaient ces cognitivistes ? Ils disaient que la machine est un bon modèle de notre conscience et qu'au fond, pour essayer de comprendre ce que nous sommes, il suffit de regarder ce qu'est un programme d'intelligence artificielle. Et donc, il disait, nous sommes une machine. Et John Searle disait, non, pas du tout. Il disait, peut-être que nous sommes une machine, d'ailleurs, il n'a jamais critiqué le fait que nous soyons une machine, mais il disait, l'intelligence artificielle, ça n'est pas un bon modèle de l'homme. Pourquoi ? Parce que ça opère sur des symboles, et que, au fond, notre conscience est produite par des mécanismes qui sont des mécanismes chimiques. Il y a un degré de granularité beaucoup plus fin dans la machine que dans l'homme. Et pour ça, il imagine une expérience de pensée qui est tout à fait étonnante. C'est l'expérience de la chambre chinoise, que je ne raconterai pas ici, mais éventuellement, si vous me posez des questions, je la raconterai, mais c'est un tout petit peu long. Mais peu importe. Ce qui importe, c'est qu'il dit l'intelligence artificielle faible, celle des ingénieurs, elle va réussir. Mais en revanche, celle des philosophes qui imaginent qu'une machine programmée avec des techniques d'intelligence artificielle peut avoir une conscience, ça ne peut pas réussir. Et donc c'est pour ça qu'il va dissocier ces deux intelligences artificielles. Bizarrement, des roboticiens, et en particulier quelqu'un qui s'appelle Hans Moravec, à la fin des années 80, dit, il se vante, moi je vais réaliser l'intelligence artificielle forte. Alors bien sûr, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Il dit, mais je vais faire une machine qui va avoir une conscience. Et le terme a été repris. Et puis il a été repris par d'autres personnes qui font ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. Alors là, c'est encore différent. Ce ne sont pas des informaticiens, ce sont des physiciens. Et ils se disent, en physique, il y a une équation, c'est l'équation de Schrödinger. Ça gouverne tous les phénomènes physiques.
Et il se dit peut-être que l'intelligence artificielle, on va avoir une équation de l'intelligence. Et donc, ils ont cherché l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une théorie générale de l'intelligence artificielle, une unification de l'intelligence artificielle, de même qu'il y a en physique une unification de la physique. Et ils fondent ça sur une notion, alors je ne la détaillerai pas ici parce que c'est un tout petit peu compliqué, sur la notion de complexité de Kolmogorov. Bon, il y a d'autres théories chez eux. Mais tout ça pour montrer que tout ça, ça n'est pas de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une discipline empirique, pragmatique, qui procède par expérimentation et par évaluation. Alors, j'ai essayé, pour décrire ça, d'introduire un terme qui avait été introduit par Hans Jonas, qui est le terme de pseudomorphose. Cette intelligence artificielle forte, c'est comme alors, qu'est-ce que c'est une pseudomorphose? C'est ce que vous avez sur un bois fossilisé. Vous avez les molécules du bois initial qui ont toutes disparu, qui ont été remplacées par d'autres molécules, mais de l'extérieur, c'est la même chose. Et bien, on peut dire que l'intelligence artificielle forte, c'est un peu équivalent par rapport à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que de l'extérieur, vous avez l'impression que c'est identique, mais en réalité, fondamentalement, épistémologiquement, ça n'est pas du tout du même ordre de discipline. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de l'idée que tout d'un coup, on va arriver à fabriquer une machine qui va s'émanciper de nous-mêmes. Or, le but de l'intelligence artificielle n'est pas ça, c'est de mieux comprendre l'intelligence. Donc vous voyez ce basculement qui existe. Alors, parmi les dérives, il y en a une particulière qui est celle de la singularité. C'est le titre de l'ouvrage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une singularité ? Au sens mathématique, une singularité, c'est un point critique dans une fonction. Par exemple, la fonction qui a x associé 1 sur x, une fonction que tout le monde connaît, bien sûr. Au voisinage de 0, ça présente une singularité. C'est-à-dire que ça n'est pas défini. Juste avant, c'est moins l'infini. Juste après, c'est plus l'infini. On peut avoir des singularités qui sont moins terrifiantes que ça. Il y a eu toute une théorie faite par un mathématicien français, René Thon, dans les années 70, qui s'appelait la théorie des catastrophes. C'est une branche de la théorie des singularités. Il étudiait des formes un peu particulières, un peu étranges, comme ce qui se produit sur une lame de rasoir quand vous arrivez, vous grimpez, puis ensuite, paf, vous tombez de l'autre côté, il y a le tranchant. Alors ça correspond à un point de rebroussement. Et puis ensuite, il a essayé d'en construire d'autres en donnant les équations mathématiques. Alors, il y a les fronts, ça a des très beaux noms, il y a les caustiques, il y a tout un tas de choses de ce type-là. Ça, c'est formidable, ça ne pose pas de problème. Mais, donc, ça, c'est une singularité. Ah oui, tiens, j'ai mis une singularité. Mais, si on reprend la même chose, il y a des technologues qui ont dit, il y a quelque chose d'autre, c'est la singularité. Alors, qu'est-ce que c'est la singularité technologique ? C'est l'idée qu'il y a un moment de l'histoire où il va y avoir une singularité. C'est-à-dire une singularité au sens mathématique, mais pas une singularité dans l'espace. Je vous ai parlé de ce qui se produit sur une lame de rasoir. De même, quelqu'un comme Stephen Hawking connaît bien les singularités. C'est un astrophysicien spécialiste des trous noirs qui sont des singularités gravitationnelles. Mais là, non, ce sont des singularités un peu étranges, ce sont des singularités dans le temps. C'est que tout d'un coup, il y a un moment donné où les choses vont s'accélérer, la technologie va se développer, et puis le statut de l'homme va basculer. Et ce qu'ils nous disent, c'est on arrive près de ce moment-là. Alors quel est leur argument ? L'argument de Ray Kurzweil. Donc Ray Kurzweil, c'est un ingénieur qui a fait sa thèse, je crois, au MIT, et qui, depuis un certain temps, il a fait différentes choses. Ça a été un homme d'affaires. Il a construit une machine qui reconnaissait des caractères, qui faisait de la lecture optique de caractères. Et puis, ensuite, il a écrit des ouvrages sur la fin du monde, sur la singularité. Il nous dit la singularité est proche. Et donc, il est depuis 3-4 ans, il est employé par Google pour travailler sur la singularité, ce qui est un peu troublant. Alors, il se fonde sur quoi ? Il se fonde sur un argument, c'est ce qu'on appelle la loi de Moore. Alors, qu'est-ce que c'est la loi de Moore ? C'est une loi assez ancienne qui a été introduite en 1964 par un ingénieur, c'est le fondateur de Gordon Moore, le fondateur de la société Intel.
Et il dit, la puissance de calcul des machines double tous les 2 ans, 18 mois, peu importe. Et la capacité de mémoire aussi. Et bien sûr, si on continue comme c'est, vous voyez, c'est une loi exponentielle. Une loi exponentielle, il y a un moment donné où ça devient extrêmement fort. Donc si on continue, il y a un moment donné où les machines vont être très 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 rapides, plus rapides que notre cerveau. Et elles vont contenir plus de choses que notre cerveau. Et donc, à partir de ça, ils sautent, elles sont plus intelligentes que nous. Et donc, si elles sont plus intelligentes que nous, elles prennent le pouvoir. Donc voilà ici le schéma, l'intelligence humaine. Donc ils sont assez optimistes, ils pensent qu'elle augmente avec le temps. C'est vrai que c'est une question. Mais ils disent, bon, là, il n'y a rien. Et puis à partir de 1950, vous voyez, ça commence. Et donc ça s'élève, et puis à un moment donné, il y a un croisement. Et c'est ça la singularité. Ça va, c'est clair? C'est pas compliqué, hein. Et là, avant, c'était les hommes qui étaient, disons, aux manettes. Et maintenant, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est cette autre chose? Alors, ça peut être les post-humains ou les transhumains, c'est-à-dire ça peut être des machines sans les hommes ou des machines avec les hommes. Alors, bien sûr, il y a des hypothèses plus ou moins optimistes, et je vais essayer de les évoquer ici. Alors, je voudrais en profiter pour parler d'un livre, peut-être que certains d'entre vous ont lu, que je n'ai pas pu mentionner, puisqu'il a... Enfin, j'aurais pu d'ailleurs, parce qu'il est paru il y a quelques années, mais il se trouve que je l'ai lu cet été, parce qu'on m'a demandé, à l'occasion de sa traduction, de faire une petite critique de ce livre, Homo Deus, de Yuval Noah Harari, un succès de librairie extraordinaire. Il a vendu à plusieurs millions. Et il est indubitable que Yuval Noah Harari a du talent. C'est un historien. Et il nous fait une fresque de l'histoire de l'humanité. Et selon lui, il y a 3 grandes étapes. La première étape, l'homme, soumis aux aléas de la nature, est démuni. Et à ce moment-là, il va inventer des dieux pour expliquer ce qui se produit. Et puis ensuite, avec les progrès de la science, il commence à maîtriser un certain nombre de choses. Et à ce moment-là, il va changer de religion. Il se dit, ce ne sont plus les dieux. Ce que l'on veut faire, c'est pour l'homme avec un grand H. C'est la naissance de l'humanisme. Et puis il dit aujourd'hui, on arrive à une 3e étape. Alors c'est celle-là, bien sûr, qui va être intéressante. Il dit, avec les progrès de l'intelligence artificielle, les progrès des neurosciences, nous allons avoir des machines qui nous connaissent mieux nous-mêmes que nous ne nous connaissons. Vous avez par exemple, avec les données, des machines qui anticipent sur vos désirs. Et tout d'un coup, on vous propose exactement ce dont vous avez envie sur les réseaux. Et il dit, ça va aller en s'accélérant. Et il dit, avec les progrès des neurosciences, on a des machines qui nous connaissent nettement mieux. Et d'ailleurs, elles vont anticiper tout ce qu'on fait. Donc, et puis, comme elles prendront des décisions bien plus rationnelles et bien plus efficaces que nous, on va leur confier les décisions. Donc, on va être gouverné par des machines. Donc, la religion, c'est plus la religion de l'homme, c'est la religion des machines. Mais il dit, en fait, les machines, c'est avec les données. Et il dit donc, cette nouvelle religion, c'est la religion des données. Et il appelle ça le dataïsme, qu'il ne faut pas confondre avec le dadaïsme. Dépassement, donc, de l'homme par les machines. Alors, il y a plusieurs attitudes face à ce phénomène. L'une des attitudes, c'est de se dire, on va se battre. Et c'est ce que fait Elon Musk, que j'ai mentionné tout à l'heure. Alors Elon Musk, il dit, voilà, il y a tout un tas de travaux qui permettent de corriger la mémoire, de corriger un certain nombre de facultés, avec, par exemple, de stimuler l'hippocampe pour soigner un certain nombre de troubles. Et donc, à partir de ça, donc Elon Musk dit, on va mettre des implants, d'abord pour corriger les déficiences humaines, mais ensuite, ces implants, on va les développer. Et qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va permettre, en anglais on dit empowerment, c'est en capacité l'homme, lui donner des facultés supplémentaires pour rivaliser avec les machines. C'est-à-dire qu'il ne soit plus victime des machines, mais qu'il soit plus fort que les machines. Et c'est ce qu'il a proposé en mars 2017, donc il y a moins d'1 an, avec une société qu'il appelle Neuralink.
Alors Neuralink, vous voyez, c'est le lien, le terme, c'est le lien entre le cerveau et les dispositifs électroniques. Alors dans un premier temps, c'est à visée thérapeutique, et ensuite, l'idée, c'est d'augmenter la mémoire et l'intelligence. Il dit, on va brancher un disque dur sur vos cerveaux, et au fond, c'est juste une question de débit de connexion et de bande passante. Et donc, mais c'est formidable quand même, parce que vous n'aurez plus à apprendre, vos enfants. Ayez un petit peu quand même, vos petits-enfants, ils n'auront plus à apprendre de récitation, ils les sauront toutes. On n'aura plus à apprendre les langues, on n'aura plus à apprendre les traités de droit, les arides traités de droit. Tout ça, on l'aura dans la tête. C'est ce que propose donc Elon Musk. Et il va même plus loin, il dit en plus de ça, on sera tous frères, parce qu'on sera tous connectés les uns aux autres. Donc c'est un peu troublant, hein, mais Elon Musk, il faut voir quand même que c'est un homme influent, c'est un homme richissime. Il a réussi. Hein, alors, il y a une autre hypothèse, c'est de dire, avec ces machines, elles vont devenir tellement puissantes qu'on va pouvoir essayer de télécharger. Alors c'est l'idée que notre conscience, c'est comme un programme d'ordinateur. Donc on va pouvoir la télécharger sur ces machines. Et donc, même si notre corps disparaît, eh ben on va pouvoir continuer à vivre sur les machines. Et c'est l'idée du mind uploading, le téléchargement de l'esprit. Alors, le problème que ça pose, c'est que si ça marche, c'est formidable, hein, parce que vous continuez à vivre. Le problème, c'est que vous n'avez plus de corps. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Non, mais ça vous fait rigoler, mais c'est un vrai problème. Alors, il y a un milliardaire russe qui a dit, mais c'est simple, on va fabriquer des robots comme Sophia, et vous allez pouvoir investir les robots. Alors, ça vous fait rire, mais si vous avez un ordinateur, vous pouvez aller, et Internet, vous pouvez aller sur le site 2045.com. Alors, pourquoi 2045 ? C'est parce que Ray Kurzweil dit, ça arrivera en 2045. Il a fait les calculs avec la loi de Moore. Et lui, d'ailleurs, il a un problème parce qu'il est né en 1948. Et donc, il s'est dit, il serait plus trop frais. Alors, il a monté une société qu'il appelle Ray and Terry, When Science Meets Nutrition, où il vend des pilules pour allonger l'âge de la vie. Et vous pouvez acheter des pilules. Hein. Mais moi, je me suis dit, bon, peut-être que c'est un businessman, mais il paraît qu'il en mange une centaine par jour. Alors, donc ce milliardaire russe, vous voyez, il a ce site, et vous pouvez, vous voyez, vous cliquez sur le bouton virtuel ici, c'est un bouton d'immortalité, et là, vous commencez à fabriquer votre robot, immortel, votre avatar. Oui, mais bon, c'est 45, il vous reste moins de 30 ans quand même. Hein, donc vous allez me dire, c'est dans longtemps, mais enfin, il faut y penser, c'est pour l'éternité. Donc voilà, je vous conseille, si vous voulez, aller visiter ce site. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de réfuter, pas de m'étendre sur la réfutation, même pas sur cette singularité. J'ai essayé dans mon livre, j'essaye de regarder un tout petit peu quelles sont les analogies, parce que oui, cette singularité, ça ressemble, oui, dans la version de Kurzweil, et il le dit après, c'est-à-dire qu'il y a une forme de spiritualité, puisque l'idée, c'est qu'on devient un esprit pur, dégagé complètement de la matière. Et donc, on va accéder à un stade différent. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est de me dire, est-ce que c'est la même chose qu'une religion ? Parce qu'on est immortel. Alors, pas tout à fait, parce que c'est pas exactement comme les religions révélées. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'établir un parallèle avec des formes de spiritualité un peu étranges qui se sont développées surtout dans les 1er, 2e, 3e siècles après Jésus-Christ, qui sont les gnoses. Et je crois qu'il y a un lien. Et comme dans les gnoses, il y a cette idée de réparer le monde. Alors qu'est-ce que c'est la gnose ? C'est lié à la connaissance, c'est l'idée que le savoir va pouvoir être salvateur. Et que le monde est mal fait,
Et c'est un peu la même idée, parce que Kurzweil nous dit et vous voyez, Google, c'est la même chose. Ils disent bon, on vieillit, ça va pas du tout. Et donc, avec la technologie, on va pouvoir accéder à un stade supérieur qui est celui de l'épanouissement de l'esprit. D'ailleurs, pas Google, mais c'est la même chose. Kurzweil, dans ses livres, donne différentes phases de l'évolution. Donc, c'est le début de l'évolution. Ensuite, il y a l'homme. Et puis ensuite, il va y avoir les machines. Et puis, il dit ensuite, on va atteindre une espèce d'apogée de l'esprit pur. Donc, de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Je ne vais pas vous parler de ça, mais je voudrais simplement essayer de montrer, et c'est ce que j'ai fait dans mon livre, quels sont les arguments qui posent problème dans la singularité. Alors, les arguments qui posent problème, c'est d'abord que la loi de Moore que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est une loi qui se développe exponentiellement. Et effectivement, une exponentielle, si vous la poursuivez, à un moment donné, ça arrive à quelque chose de vertigineux. Alors je cite dans le livre une anecdote qui est très connue, c'est celle du moine Sissa, que vous connaissez peut-être. Le moine Sissa donc, invente pour son Maharaja le jeu d'échecs. Et le Maharaja, pour le récompenser, lui dit, tu me demandes ce que tu veux. Et là, le moine Sissa, très modeste, lui dit, tu me donnes un grain de riz sur la première case. C'est un échiquier, il y a 64 cases. Un grain de riz sur la première case, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, et tu doubles chaque fois. Et le Maharaja dit, il est modeste, bien sûr que je vais te donner ce que tu demandes, jusqu'à ce que ses intendants fassent le calcul et se rendent compte que la somme de grains de riz qu'il fallait pour couvrir tout l'échiquier avec cette progression exponentielle, donc cette somme de grains de riz est supérieure à tout ce que contenaient toutes les caves de son royaume. Et donc, ça vous montre un peu la nature de l'exponentiel. Alors, bien sûr, c'est ce que nous explique Ray Kurzweil. Mais la question, c'est d'abord, est-ce que la loi de Moore est une loi éternelle ? Non, c'est une loi d'observation. C'est une loi qui est tout à fait discutable. Et donc, on n'est pas du tout certain qu'elle va se poursuivre indéfiniment. Il y a même beaucoup d'arguments qui laisse entendre qu'elle va s'arrêter. On parle du mur du silicium, c'est le fait qu'à un moment donné, avec les technologies actuelles, les machines seront limitées. Alors il se peut qu'il y ait d'autres technologies, on parle des calculs quantiques, bien sûr, mais pour l'instant, on n'est pas capable d'anticiper ça directement. Puis alors, deuxième chose, c'est quand bien même la loi de Moore se poursuivrait. On a dit que les machines sont plus rapides et donc elles sont plus intelligentes. Mais l'intelligence, est-ce que c'est juste une fréquence de calcul ? On n'en sait rien. Certainement pas. En tout cas, quand je vous ai parlé d'intelligence tout à l'heure, je vous ai dit, on essaye de simuler. Il y a des choses qui, lorsqu'on augmente la puissance de calcul, sont possibles. Il y a des choses, lorsqu'on augmente la puissance de calcul, ça ne change rien du tout. Il y a des limitations intrinsèques. Par exemple, le fait que, si on veut faire des jeux, si on se débrouille mal, même si on multiplie la puissance de calcul, on n'a rien de mieux. Puis il y a un deuxième argument qui est utilisé par les tenants de la singularité ou les tenants de l'intelligence artificielle générale, c'est l'apprentissage. Et d'ailleurs, c'est ce qui motivait essentiellement les gens comme Stephen Hawking dans ses déclarations. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit avec l'apprentissage et les masses de données, nous allons avoir des machines qui vont être meilleures que nous. C'est un peu ce que nous dit Harari dans son livre Homo Deus. Il nous dit les machines nous anticipent, elles sont meilleures que nous. Le problème, c'est que cet apprentissage, c'est un apprentissage particulier. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez une machine qui est capable de reconnaître plus de visages qu'aucun homme ne sera capable de reconnaître. C'est vrai. Et la machine l'emporte sur les hommes au jeu de Go. C'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire que les machines sont meilleures que nous en tout ? Alors, je vais peut-être prendre le problème autrement. Dans l'évolution de la connaissance, il y a des observations, nous avons fait des théories, puis à certains moments, il y a des appareils conceptuels, il y a des transformations majeures. Il y a ce qu'on appelle des révolutions épistémologiques, ce que Bachelard appelle des ruptures épistémologiques, ou ce que Kuhn appelle des changements de paradigme, c'est-à-dire le fait que tout d'un coup, il va y avoir de nouvelles notions qui vont être introduites. Et bien ça, on ne sait pas le simuler avec l'intelligence artificielle. Autrement dit, si on reprend les termes de Thomas Kuhn,
on reste dans un paradigme défini et on ne change pas de paradigme avec les techniques d'intelligence artificielle. Donc ça veut dire qu'il y a des limitations intrinsèques à l'intelligence artificielle. Alors, ce qui est d'autant plus curieux, là, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens qui nous expliquent que l'intelligence artificielle est dangereuse, ce sont en même temps les gens qui développent l'intelligence artificielle. C'est ce que j'ai appelé les pompiers pyromanes. Alors là, on peut se méfier. On peut se dire, mais c'est comme si vous aviez un marchand de cigarettes, un fabricant de tabac qui vous dit, attention, le tabac est dangereux. Vous commencez à vous méfier. Alors, ce que j'ai fait à la fin du livre, c'est de me dire, mais quelles sont leurs motivations ? Et moi, ce que je crois, c'est qu'ils ont des motivations qui sont des motivations politiques. C'est la thèse, du moins, que je défends. L'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus important dans la société. Ils sont en train de transformer le monde. Et je crois qu'au-delà de leur réussite économique, qui est indéniable, ils veulent essayer de se substituer aux États, de prendre un pouvoir nouveau. Et donc pour ça, mon hypothèse, c'est que si on regarde ce que sont les attributs de la souveraineté, eh ben, on peut les prendre un à un, et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je continue à faire d'ailleurs, et montrer qu'ils espèrent assumer à la place des États une partie de ces attributs. Alors on va en prendre quelques-uns, je ne vais pas tous les prendre. Par exemple, j'ai pris les attributs régaliens, donc la finance. La finance, entre autres, battre monnaie. Vous avez des monnaies virtuelles. Vous avez des systèmes comme PayPal qui essayent de se substituer à des monnaies. Ou pour collecter l'impôt, toujours sur la finance, il faut établir un cadastre. Et Google propose d'établir un cadastre à certains pays qui ont du mal à le faire. De même, je crois que Google aide à repérer les piscines pour faire payer des taxes. Et puis on peut continuer. La sécurité intérieure. Vous avez vu qu'aux États-Unis, par exemple, depuis quelque temps, on vous demande sur quels réseaux sociaux vous êtes actif. Donc tout d'un coup, l'état civil est plus fiable. Établi par les réseaux sociaux va être plus fiable que celui établi par les États. J'ai parlé de la reconnaissance des visages. Vous voyez bien qu'il faut beaucoup de visages. Et les États, ils ont peu de photos de nous. Ils ont les photos d'identité. Vous avez vu d'ailleurs dans quel état, les photos d'identité, elles sont vraiment catastrophiques. Et ils n'en ont qu'une par personne. Il en faut beaucoup. Et toutes les photos, vous les donnez, gratuitement en plus. Donc, effectivement, ils peuvent assurer plus facilement que nous la sécurité intérieure. Et puis on peut continuer, je ne vais pas le faire ici parce qu'il est un peu tard, mais je vais juste prendre un exemple. Parce qu'au début, je me suis dit, oui, la défense. Mais la défense, moi, je pensais air, terre, mer, je pensais aux chars, je pensais aux avions. Je me disais, oui, ça, c'est encore les États. Jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité intérieure, et il m'a dit, ah oui, mais pas du tout. Aujourd'hui, ce qui se produit, c'est que les grands groupes essayent de s'armer sur le cyberespace. J'avais oublié ça. Et non seulement ils essayent de s'armer pour se défendre contre des attaques informatiques, mais ils essayent aussi de déployer des systèmes offensifs pour prendre des mesures de rétorsion contre des ennemis potentiels. Alors, ce que je voudrais dire, donc j'ai dit, effectivement, je crois que ces grands groupes, ils ont plusieurs objectifs à travers la promotion de la singularité. D'abord, c'est quelque chose de populaire. Moi, je pense qu'ils veulent forger un imaginaire collectif. Imaginaire fondé sur une idée, c'est la toute-puissance de la technologie. C'est ce qui nous explique. Il n'y a aucune limite. On va devenir immortel. On va être hyper intelligent. Il n'y a pas de limite à ça. Et puis, je crois qu'il y a une stratégie dans le monde contemporain. Vous savez que la société, c'est la société de l'information aujourd'hui. Et la société de l'information, qu'est-ce qui se passe ? L'information est partout, donc vous ne gommez pas l'information. Mais ce que vous pouvez faire, c'est rajouter de l'information qui détourne l'attention. Et effectivement, je crois qu'il détourne l'attention en racontant une fable qui fait peur, mais qui est totalement imaginaire. Alors, il me semble que, justement, et ce sera ma conclusion, que le danger, c'est plus que ces peurs, ces fables, masquent la réalité et masquent les vrais dangers. Alors, je vais citer deux choses qui me semblent importantes en conclusion. D'abord, c'est ce qu'on appelle les systèmes prédictifs. L'intelligence artificielle est capable d'anticiper, sur la base des expériences passées, sur la base des observations,
un nombre considérable, est capable d'anticiper. Et cette anticipation permet de prendre des décisions plus rationnelles. C'est comme ça que la science a fonctionné pendant longtemps. Mais à condition, bien sûr, que ces inductions, au sens logique, l'induction, c'est le passage du particulier au général, que ces inductions soient légitimes. Or, ces inductions ne le sont pas toujours. Nous allons voir quelques exemples plus tard. Mais donc, vous voyez, à quoi ça sert ? Ça permet de profiler les individus. Ça, c'est très bien, parce que si on veut faire du commerce, on va le voir tout à l'heure, c'est tout à fait essentiel. Ça permet éventuellement, dans les assurances, d'anticiper les risques. Ça permet d'anticiper les gains, ça permet d'anticiper les comportements des clients. Tout ça, bien sûr, est massivement utilisé par les grands acteurs de l'Internet. Et donc, ces systèmes prédictifs, qui peuvent être extrêmement utiles dans certains cas, ils peuvent être aussi prédateurs. Et c'est ce que montre justement Cathy O'Neil dans son ouvrage, dont le titre est tout à fait évocateur, « Weapons of Math Destruction », armes de destruction mathématique. Non pas massive, enfin encore qu'elle soit massive, mais surtout mathématique. Et donc, ce qu'elle montre, c'est qu'effectivement, on anticipe les goûts, la chance que les clients ont de se tourner vers la concurrence, ce que les clients sont prêts à payer, comme ça on va augmenter jusqu'à ce que vous êtes prêts à payer. Et puis, bien sûr, ces systèmes en plus sont opaques, parce que vous ne savez pas comment ils ont appris, vous ne savez pas sur quels critères ils ont été fondés. Alors moi, elle explique dans son livre comment la justice américaine dans certains États utilise les probabilités, elle détermine les probabilités de récidive et elle libère les gens en fonction de la probabilité de récidive. Elle dit comment c'est utilisé dans les assurances aux États-Unis, pour l'évaluation des enseignants. Elle explique par quel mécanisme les frais d'université, en utilisant ces systèmes prédictifs, ont beaucoup augmenté ces dernières années. Alors, je vais vous donner un seul exemple qui est très intéressant, c'est sur les assurances. Les assurances, donc, on essaye de fonder ici la prime d'assurance en fonction du comportement du conducteur. Vous allez me dire, c'est plutôt bien, on ne va pas payer pour les mauvais conducteurs. Sauf que, il y a un très bon indicateur qui est utilisé, c'est le code postal. C'est-à-dire, ce qui est discriminant, qui discrimine les bons conducteurs des mauvais, est en même temps totalement discriminatoire. Ça marche statistiquement, mais individuellement, c'est dramatique. Alors ça, c'est un exemple, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Et alors, ce sont des systèmes autoréférentiels en plus. C'est-à-dire, je vais donner un exemple, pour déployer les forces de police, on peut utiliser des systèmes d'intelligence artificielle pour les déployer là où il y a le plus d'arrestations. Mais bien sûr, si vous mettez plus de policiers à un endroit, vous allez nécessairement avoir plus d'arrestations. Voilà ce qu'elle démontre. C'est une mathématicienne au début. Alors, juste ce que je voudrais dire, c'est tout ça, ça contribue. C'est une société qui a totalement changé. Alors moi, j'ai résumé ça avec une formule qui me semble assez condensée. On passe de la femme sans tête à la femme sans tête. Alors, je vais essayer de m'expliquer. La femme sans tête, c'est au début du Bonheur des Dames. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la vitrine, il y a un mannequin. Il n'y a pas de tête, il y a le prix à la place de la tête. C'est le début de la société de consommation. Un modèle pour tous. C'est le prêt-à-porter. Auparavant, non. Chacun se faisait tailler, retailler les habits, etc. Et donc ça, c'est le modèle du best-seller. Un modèle commun. Aujourd'hui, il y a plein de modèles. Vous avez un nombre de choses extraordinaires. Profusion de choses. Et bien sûr, le problème, c'est plutôt la crise du désir, ce qu'on appelle la crise du choix. On est saturé, on n'a plus rien envie d'acheter. Et donc, il faut que l'on vous propose ce dont vous avez besoin. C'est ce que fait Google. Ils ont besoin de savoir tout sur vous. Ce que vous aimez, on vous demande en permanence, likez. Pourquoi ? Parce qu'à partir de ça, ils vont vous profiler. Ils vont savoir quel est votre désir. Donc, dans quelle case on vous met. Et donc, c'est la femme sans tête, c'est-à-dire que c'est toutes ces petites têtes qu'on essaye d'identifier en vous, laquelle est la vôtre. Donc là, bien sûr, vous imaginez que l'intelligence artificielle joue un rôle majeur. Alors, je vais terminer avec deux autres exemples. Vous avez vu, alors je ne sais pas si à Montpellier il y a ça, mais dans le métro à Paris, cet hiver, vous aviez plein de pubs pour Google Home. Et Google Home, alors moi j'ai été interrogé par des Suisses, je leur ai dit, oui, c'est formidable. Ce sont des petits espions domestiques. Vous payez pour avoir un espion. Ben oui, il enregistre tout, en permanence. Alors on vous dit, c'est vraiment cool.
vous allez acheter votre pizza de votre bureau. Vous dites, voilà, je veux une pizza hawaïenne. Et le système décide tout seul de trouver le magasin avec la pizza hawaïenne. Et donc ça a l'air bien. Bien sûr, le problème, c'est que, c'est ce que les gens disent, c'est un segment terminal d'une chaîne de valeur. Ça veut dire que c'est le moment où on est en contact avec le client. C'est-à-dire que si les opérateurs arrivent à mettre chez vous ces dispositifs, et si ces dispositifs marchent, ça veut dire que tout un tas de segments, tout un tas de commerces, tout un tas d'industries vont disparaître. Par exemple, la restauration de proximité, elle sera sous la domination de ces opérateurs. De même qu'aujourd'hui, vous savez que les hôtels, au début, ils trouvaient que c'était formidable, Booking.com. Et puis maintenant, quand vous allez discuter, vous allez en vacances, je ne sais pas si vous utilisez, vous vous rendez compte que ça leur pose beaucoup de problèmes parce qu'ils sont vraiment asservis par ces nouveaux opérateurs. Ce sont des logiques d'ubérisation, autrement dit. Et donc, l'intelligence artificielle, ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, on nous raconte des trucs incroyables en nous disant qu'il va y avoir la fin du monde. En fait, ce n'est pas la fin du monde, mais ce sont des nouvelles formes politiques et des nouvelles formes d'asservissement. Et ça, je crois que c'est le danger. Puis alors, je voudrais terminer en parlant on nous parle souvent de la disparition du travail. Alors, est-ce que les robots vont se substituer aux hommes? Alors, pour ça, j'ai pris justement quelque chose qui me semblait très intéressant. C'est une philosophe qui a vécu dans le courant du XXe siècle, Hannah Arendt, qui a écrit un livre qui s'appelle en anglais The Human Condition, qui a été traduit en français La condition de l'homme moderne, peut-être parce que la condition humaine s'était déjà pris. Et elle distingue deux types de vie, la vie active et la vie contemplative. Et elle va se centrer ensuite sur la vie active. Et dans la vie active, elle dit il y a trois types d'activités. Il y a le labeur qui est destiné à assurer la subsistance de l'homme. Il y a le travail, l'œuvre, qui est la réalisation de l'homme dans le monde. Et puis il y a l'action politique. Et justement, avec l'automatisation, des gens disent il n'y a plus de travail. Mais en fait, on n'a aucun argument pour dire qu'il n'y a plus de travail. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a certaines tâches qui sont nécessaires à la subsistance de l'homme qui vont être automatisées. Alors, est-ce que c'est négatif? Moi, je ne suis pas tellement pessimiste là-dessus. Je trouve que le travail à la chaîne, ce n'était pas très réjouissant. Et que le travail de la terre, le labour, ce n'était pas non plus... quand on voit les photos, quand on voit les hommes étaient usés extrêmement tôt. Donc, le fait d'automatiser les tâches n'est pas du tout négatif. Alors, est-ce que ça va faire disparaître tout le travail? Non, ça va certainement faire disparaître certains travaux, mais surtout, ça ne va pas faire disparaître nécessairement les métiers, ça va transformer les métiers. Et puis, est-ce que ça va faire disparaître des emplois? Ça, c'est une question. Et en fait, on n'en sait pas grand-chose. Et en tout cas, contrairement à ce qu'on nous explique dans un certain nombre ce qu'un certain nombre d'articles expliquent, on n'a aucune évidence qui nous permet de dire qu'il ne va plus y avoir d'emplois. Je crois que c'est plutôt l'inverse, mais simplement ce sont des nouveaux emplois avec de nouvelles compétences, et je crois qu'il faut se préparer à ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un certain nombre d'idées qui courent partout et qui ne sont pas fondées. Et donc, ce que je crois en conclusion, c'est comment faire pour que la peur, ces peurs un peu fantasmatiques, qui sont véhiculées par ces grands acteurs de l'Internet, entre autres, ne nous masquent pas la réalité du monde contemporain. Et dans cette réalité, à la fois les aspects positifs, mais aussi les vrais dangers qui se font jour aujourd'hui. Merci. Merci pour cet exposé très intéressant et très informatif. Donc il est de coutume qu'on ouvre le bal des questions. Donc j'ai une première question qui va rebondir justement. Est-ce qu'on peut envisager de mettre en place des stratégies pour aller pas forcément à l'encontre, mais en tout cas prévenir les gens du bon usage ou non des nouvelles technologies qui sont mises en œuvre aujourd'hui, donc tout ce qui a pu être cité précédemment, avec la collecte des données massives, enfin ce qu'on fait nous aussi chercheurs, mais voilà. Oui, tout à fait. C'est justement ce sur quoi je travaille à la fois dans le comité d'éthique du CNRS que je préside, et puis dans la CERNA, c'est la commission de réflexion sur l'éthique
des sciences du numérique d'Alisten. Et on a l'impression que ces questions sont aussi si importantes aujourd'hui qu'il faudrait qu'il y ait un peu l'équivalent de la CCNE, vous voyez, du comité consultatif d'éthique, non seulement sur les questions de recherche, mais aussi sur les questions générales. Alors, quels sont les problèmes qui se posent? Je vais essayer de les résumer. Il me semble qu'il y a trois grands problèmes. Il y a d'abord un problème qui est lié à l'explication. On a vu que ces systèmes prédictifs étaient des systèmes extrêmement opaques, obscurs, et donc ils vont prendre des décisions sans expliquer quels sont les critères qui sont pris en considération. Je crois que ce que j'ai exposé sur l'assurance automobile, mais nous en trouverions beaucoup d'autres, cas de ce type, est tout à fait illustratif de cela. Donc il faut essayer d'expliquer ce que les systèmes sont capables de construire, d'expliquer les décisions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que notre monde est construit à partir de... ces technologies se fondent sur l'emploi massif de données. Et je crois qu'il faut prendre conscience de deux choses. D'une part, parmi ces données, il y a des données personnelles. Et donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on est prêt à ouvrir comme données personnelles, quels sont les problèmes que ça peut poser, quels sont les dangers pour la liberté individuelle. Et puis la deuxième question, c'est que ces données sont, puisqu'on dit que c'est le pétrole du futur, ces données sont des enjeux patrimoniaux énormes, des enjeux de sécurité, et puis des enjeux de souveraineté. Et donc, je crois qu'il va falloir essayer d'avoir des réflexions extrêmement claires là-dessus. Il faut savoir quand même que nos hommes politiques, jusqu'à présent, je ne parle pas des nouveaux, avaient une inconscience quand même étonnante. Par exemple, Nadia Vallaud-Belkacem, pour ne pas la citer, a signé, en même temps que l'on votait la loi sur les républiques numériques qui engageait les gens à utiliser des logiciels non propriétaires, elle a signé un accord avec Microsoft pour qu'on forme les enseignants à ce qu'on appelle le code. En plus, le code, c'est une expression qui est tout à fait discutable, parce que programmer, c'est pas coder, ça a un côté cryptique. Programmer, ça n'est pas coder. Programmer, c'est d'abord essayer de clarifier ses idées, donc concevoir des algorithmes, et puis ensuite les traduire dans un langage de programmation. Et donc, pour ça, elle explique qu'on allait essayer de demander à Microsoft d'aider les gens, comme si on n'était pas capable en France d'enseigner ce genre de choses au lycée, et surtout, bien sûr, avec l'idée qu'on utiliserait, ils nous donneraient très généreusement leur logiciel. Or, justement, si on veut inciter les gens à utiliser des logiciels non propriétaires, il ne faut pas que ce soit les logiciels de Microsoft, il faut que ce soit d'autres logiciels. Ça, c'est une illustration, il y en a beaucoup d'autres, et je crois que les hommes politiques, jusqu'à présent, je crois que c'est en train de changer, mais en tout cas, n'avaient peut-être pas la culture et ils n'avaient pas la conscience des enjeux majeurs qui sont liés à ces technologies. J'ai parlé d'enjeux de souveraineté, je crois que c'est vraiment ça qui est central. Et en même temps, ce sont des questions de philosophie politique qui sont extrêmement difficiles, délicates, qu'il faut essayer d'élucider. Je crois quand même que le discours d'Emmanuel Macron a montré quand même qu'il se posait ces questions, mais j'espère quand même que les choses vont aller en progrès. Voilà. Oui, en vous écoutant, je me demande si ces intelligences artificielles qui sont fondées sur l'exploitation des données big data, ne sont pas forcément conservatrices. Parce que quelque part, ce qu'on veut, c'est changer le résultat des données quand on veut faire évoluer les choses. Et j'entendais à la radio ce matin qu'une intelligence artificielle qui était censée aider les juges, je ne sais pas, aux États-Unis, à prononcer les sentences, s'était rendu compte qu'elle était plus sévère pour les Noirs parce que, dans leurs données, les sentences étaient plus sévères pour les Noirs. Donc je me demande, autrement dit, comme on l'a souvent dit, est-ce qu'on n'entre pas dans l'avenir en regardant le rétroviseur, quoi? Ah bah tout à fait. Et l'idée que tout se fait à partir de l'expérience passée, qu'on reproduit le passé. Et bien sûr, j'ai parlé tout à l'heure de l'induction, il y a un axiome de toute induction, c'est-à-dire du raisonnement du particulier au général, qui est qu'il y a un principe d'uniformité. C'est-à-dire que ce qui va se produire dans le futur se produit comme ce qui s'est produit dans le passé. Et donc, bien sûr, on ne corrigera jamais rien. Et en même temps, vous voyez bien que c'est un type d'intelligence particulière. Je crois que j'ai essayé de vous le montrer tout à l'heure en montrant
l'ampleur de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'autres aspects de l'intelligence artificielle qui ne se fondent pas sur de l'apprentissage machine ou qui se fondent sur d'autres types d'apprentissage, parce que là, c'est un apprentissage avec beaucoup de données. Mais c'est une limitation. Il y a plein d'apprentissages qui se font avec très peu d'exemples. Quand on enseigne à un enfant, bien sûr, on dit qu'il faut répéter, que c'est l'essentiel, mais il n'y a pas que de la répétition quand même dans l'enseignement. Il y a plein d'autres choses. Donc, bien sûr, ça pose tout un tas de problèmes. Et puis, plus généralement, je crois que vous touchez un point essentiel. C'est qu'aujourd'hui, la mode est au big data. Mais en réalité, l'intelligence artificielle ne se limite pas du tout au big data, et il y a beaucoup d'autres techniques qui sont présentes, et donc au fond il y a une focalisation sur cette notion-là. C'est la mode d'aujourd'hui, mais ça va changer. Alors, je vais vous raconter une anecdote pour que vous compreniez bien ça. Il y a un an, Axelle Lemaire a lancé une initiative qu'elle appelait Stratégie Intelligence Artificielle. C'était au mois de janvier. Elle pensait partir en mars, et puis ensuite, elle a fait campagne à partir de février, ce qui fait qu'elle n'est pas restée longtemps. Mais l'initiative est restée quelques mois, donc il y a eu pas mal de discussions. Et entre autres, on a reçu, enfin, moi j'étais associé à ça, enfin modestement en tant qu'universitaire, mais on a reçu les dirigeants des grandes entreprises, et on a reçu le directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de Zurich. Et là, il nous a dit, vous savez, c'est la révolution. Écoutez, il dit ouais, parce qu'avant, on prenait des programmeurs. On n'a plus besoin de prendre de programmeurs. On prend juste des machines et on fait de l'apprentissage. Alors il nous a dit, on fait plein de trucs, on fait de la reconnaissance des visages. Ouais, vous avez vu, on fait de la reconnaissance de la parole. Bon, on est d'accord. Et puis après, il dit, on fait de la compréhension du langage naturel. Alors moi, j'avais l'idée que la compréhension du langage naturel, c'est la traduction d'un texte dans un formalisme logique. Donc je lui dis, mais c'est bizarre, parce qu'il faut connaître le... Alors je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comme c'est pas que de l'apprentissage. Il me dit, ouais, mais nous c'est simple, c'est de génération de requêtes SQL. Alors ça veut dire, on pose une question. Oui, d'accord, je lui ai dit, mais ça ne change rien, il faut quand même que vous ayez les champs. Alors là, bon, il a critiqué, puis il a vu que je connaissais un peu. Il me dit, ouais, mais en fait, nous, on utilise aussi des ontologies, et puis on fait du traitement du langage naturel. Et en fait, il faisait tout. Donc vous voyez, il y a plein d'autres techniques. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Oui, bien évidemment, c'est une simplification outrancière de dire qu'on fait tout avec du big data et avec de l'apprentissage. Bonsoir, oui, merci beaucoup pour votre présentation. Je voudrais revenir sur les peurs. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous sur les dangers de l'IA que vous avez évoqués en deuxième partie. Je voudrais revenir sur les peurs que vous avez qualifiées d'un peu fantasmes. Moi, je suis un petit peu sceptique par rapport à ce que vous avez dit. C'est peut-être parce que j'ai pas bien compris. Pour moi, vraiment, l'intelligence artificielle, c'est quand même un outil très très puissant. Siri, AlphaGo, ça a donné quand même des résultats très très étonnants. Tout cela découle de la recherche. La recherche est souvent associée avec une commercialisation de ces avancées technologiques. Peut-être que l'IA n'y échappera pas. On va peut-être commercialiser dans un futur proche des choses pour améliorer le cadre de vie d'un chacun. Et généralement, cette commercialisation est aussi un peu dénuée d'éthique. Donc, je voudrais savoir jusqu'où cette commercialisation possible va pouvoir aller et à quel moment elle va pouvoir nous échapper et peut-être prendre le contrôle sur pas mal de choses. Vous avez évoqué quelque chose qui m'a un peu interpellé. Vous avez qualifié des travaux de labeur qui étaient peut-être à exclure de notre quotidien. Je connais pas mal de paysans qui sont très contents de labourer leurs champs à la main. Merci. Non, vous avez raison. Alors, sur le travail, bien sûr qu'il y a une mutation, une transformation d'un certain nombre d'activités. Mais moi, quand j'ai dit qu'une partie des activités de labeur pourrait être automatisée, je pense que justement, ce n'est pas le cas de toutes les activités de labeur. Et je pense qu'en particulier, il y a des moments où une présence humaine est tout à fait nécessaire. On nous explique qu'on va avoir des voitures autonomes, et je pense que nous n'aurons pas de voitures autonomes pour différentes raisons. D'abord parce que c'est un problème extrêmement complexe dans des environnements urbains, mais peut-être que nous aurons des voitures autonomes sur des segments, c'est-à-dire des voitures autonomes sur l'autoroute ou des voitures autonomes dans la circulation, quand les voitures sont pare-choc contre pare-choc.
Et puis, il y a une autre raison, c'est que on a besoin aussi de... D'abord, il y a des gens qui aiment conduire, et puis, quand on prend un taxi, on a besoin d'une personne. Je me souviens qu'il y a très longtemps, la RATP avait engagé des anthropologues pour réfléchir au métro du futur. Et à ce moment-là, donc, il leur avait expliqué que quand on rentre dans les stations, on rentre dans un monde plutonien, et que c'est un monde qui est générateur d'anxiété. Et il leur avait dit, il faudra garder dans vos stations, de toute façon, un intercesseur qui va être là. Et aujourd'hui, à Paris, dans le métro, vous avez toujours quelqu'un qui ne sert à pas grand-chose, parce que lorsque vous demandez d'acheter un ticket, vous dites « allez à la machine », mais il est là. Et bien, c'est exactement... Donc, vous voyez, ce sont ces questions-là qui vont se poser dans le monde futur. Où est-ce qu'il faut laisser des hommes et pourquoi est-ce qu'il faut laisser des hommes? Alors maintenant, vous avez posé une première question, mais je crois qu'elle est vraiment importante, sur les questions d'éthique. Et là, je suis d'accord avec vous, nous ne sommes pas certains de la façon dont ces dispositifs vont se développer. Le monde de demain, le monde de la technologie est un monde à inventer. C'est un monde qui sera différent selon ce que nous voudrons. Il n'y a pas de déterminisme. Et bien sûr, ça dépendra, je crois, de nous tous. Il y a des utilisations qui seront néfastes et des utilisations qui seront positives. Et moi, ce que j'ai essayé de faire depuis un certain nombre d'années, c'est de réfléchir sur ces questions-là. Et je pense que pour le faire, il faut d'abord que des gens qui sont des scientifiques expliquent quels sont les véritables enjeux, quels sont les véritables dangers, mais ensuite qu'il y ait des discussions collectives, qu'il y ait une volonté. Et c'est à partir de ça, je crois, qu'on pourra forcer les industriels à aller dans tel ou tel sens. Moi, je ne crois pas trop aux normes, parce que c'est établi par des États et par des grands acteurs. En revanche, je pense que si on a des labels de qualité et que tout d'un coup, lorsque vous achetez un dispositif, vous dites oui, mais si ce dispositif déporte toutes mes données personnelles vers un site central, je n'en veux pas et je préférerais un autre dispositif. Et donc, si on est capable d'avoir un étiquetage qui vous dit « Ah ben voilà, il faut que dans ce dispositif, les données personnelles sont traitées localement », à ce moment-là, vous pourrez acheter en toute conscience. Mais ça, bien sûr, ça ne se développera que s'il y a une pression sociale forte et une demande extrêmement forte. Et je pense que c'est le moment aujourd'hui, pour nous tous, de réfléchir à toutes ces questions-là. Il y a un terme que vous n'avez pas prononcé, c'est celui d'imagination. Dans ma jeunesse, on considérait que l'intelligence... Pardon, excusez-moi. Vous m'entendez? Tout à fait. Oui, pardon. Vous n'avez pas prononcé à aucun moment le terme d'imagination. Dans ma jeunesse, on considérait que l'intelligence était basée sur le raisonnement logique, sur la mémoire et sur l'imagination. Bon... Dans le domaine des arts, dans le domaine des sciences, on doit beaucoup à l'imagination de ceux qui nous ont précédés. Est-ce à dire que dans le futur, c'est un élément qui interviendra beaucoup moins ou pourquoi cette absence? Alors, pas du tout. Je n'ai pas pu vous exposer toutes les recherches en intelligence artificielle. Je vous ai dit aujourd'hui, il y a une focalisation sur un aspect qui est effectivement les réseaux de neurones formels et ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Mais c'est un aspect très particulier. Mais il y a beaucoup d'autres dimensions. Et il y a effectivement tout un tas de travaux sur la créativité. Au début de l'intelligence artificielle, dans le programme qui suivait le petit chapeau que je vous ai présenté, les pionniers de l'intelligence artificielle avaient identifié quelques points clés en intelligence artificielle, dont la créativité. Et moi-même, j'ai travaillé sur cette question-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, essayer de faire une machine créative? Il y a des gens qui nous disent c'est à jamais hors d'accès. Moi, je pense au contraire que la créativité est la chose du monde la plus partagée par les hommes. Nous sommes créatifs tous les jours. Et justement, il faut essayer de se demander quels sont les mécanismes à l'œuvre. Alors moi, j'avais travaillé sur ce sujet à la fois pour essayer de faire des machines capables de simuler certains comportements créatifs, et je l'avais fait avec des musiciens. On travaillait sur la génération d'une ligne de base dans un trio rythmique en jazz, et le modèle de créativité était fondé justement sur l'imagination. C'est-à-dire l'idée que c'est la mémoire qui intervient, c'est la recombinaison d'éléments de mémoire. Ce sont des travaux, je crois, tout à fait passionnants. Donc ça, c'est un aspect. Puis le deuxième aspect, c'est que la machine peut nous aider à mieux comprendre la créativité, c'est-à-dire la façon dont les hommes ont créé. Et il se trouve que
dans mon équipe, on a un laboratoire d'excellence avec les équipes de littérature, alors qui étaient dans l'université de Paris-Sorbonne, mais maintenant qui sont dans mon université, mais de Sorbonne Université. Et donc, on essaye de voir ce qu'on appelle les humanités numériques, c'est-à-dire regarder comment on peut construire de nouveaux opérateurs d'interprétation avec des outils d'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas d'automatiser, pas du tout, mais il s'agit d'aider à comprendre avec ces outils. J'espère avoir répondu à votre question. Une question qui nous vient d'Internet. Le robot Sophia commence à être critiqué du fait qu'il ne propose qu'une imitation et non pas une IA développée. Qu'en pensez-vous? Et sous quelle échéance des robots avec une IA digne de tromper les tests de Turing, par exemple, est envisageable? Alors, première chose, effectivement, le robot Sophia a fait l'objet de beaucoup de critiques, je l'évoquais ici, c'est une supercherie. Et je pense qu'il faut, de ce point de vue-là, les dénoncer. Yann Lequin, lui-même, qui est un spécialiste d'intelligence artificielle, l'a fait, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'on nous explique que c'est vraiment un robot. Je vous ai dit tout à l'heure, ça n'est pas un robot. C'est simplement une imitation des traits du visage. Donc il y a des aspects mécaniques qui sont importants, mais le discours qui est prononcé a été enregistré. Donc il n'y a pas d'invention de ce point de vue-là. Alors maintenant, question, est-ce qu'on aura un jour une machine qui sera capable de faire un discours de ce type-là? Je ne sais pas. Vous voyez, on va prendre un autre exemple. L'exemple de l'écriture. On a des machines qui sont capables de générer des petits textes. Par exemple, des journalistes, on peut faire des petites brèves d'agence. Et ça marche assez bien. Mais est-ce que ça veut dire qu'on aura une machine qui sera capable d'écrire un roman, et un roman doué d'une... On n'en sait rien. Mais pour l'instant, on est extrêmement loin. Et puis, est-ce que c'est vraiment très intéressant? On ne sait pas. En revanche, il y a de nouveaux artistes qui utilisent ces outils pour essayer d'engendrer des formes littéraires nouvelles. Alors ça peut être très intéressant. Je crois que ce qui est important avec l'intelligence artificielle, c'est pas que la machine se substitue à l'homme. C'est pour ça que la crainte, c'est pas d'avoir une autre entité que nous-mêmes, mais c'est au contraire que la machine soit un partenaire et qu'elle nous permette de mieux faire un certain nombre de choses et de faire des choses qui sont pénibles pour nous laisser la disponibilité pour nous concentrer sur les choses qui sont les plus intéressantes. Et ça, je crois que ça se développe beaucoup dans les années. Ça a assez développé, ça continue à se développer. En fait, ma première question, vous y avez presque répondu tout à l'heure, parce qu'on sent bien que derrière tout ça, il y a une vision très déterministe. Et vous-même, vous avez répondu que vous n'étiez pas pour cette... que vous n'y croyez même pas à ce déterminisme. Et moi, je voudrais ajouter que finalement, la nature humaine a tendance parfois à se rebeller quand on lui en demande trop ou quand on veut trop la servir. Or, effectivement, tous ces projets visent à la servir. Donc, je ne peux pas imaginer que l'homme ne se rebelle pas, et vous-même peut-être faites partie de cela, effectivement. Alors, mon autre question, elle est peut-être plus philosophique et plus subtile, c'est quelle est votre vision, en fait? Est-ce que, objectivement, compte tenu de ce qu'est l'homme et de sa conscience, est-ce que vous pensez qu'une machine peut véritablement se substituer à l'homme? Vous avez parlé de complémentarité tout à l'heure, à l'instant même, et ça j'entends très bien, mais est-ce que finalement, ma question se résumerait sous la forme suivante, est-ce que la conscience est produite par le cerveau ou elle est ailleurs? Alors, bon, ça c'est une question... Alors, première chose, et je suis tout à fait d'accord avec vous, je voudrais insister là-dessus. On essaye de nous laisser entendre... nous faire croire qu'il y a une évolution inéluctable. C'est ce que nous dit Stephen Hawking. Il dit attention, ça va arriver et après on peut plus rien faire. Or, non, on est libre. On est libre avec en même temps les dangers que ça peut comporter. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité. Et donc, on peut aller dans tous les sens. Je crois que et donc, c'est pour ça que c'est le moment, je crois, d'être prudent et d'être attentif et de réfléchir au futur que nous voulons construire. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut que tous on se saisisse de ces questions-là.
et que ce ne soit pas simplement ces grandes sociétés qui gouvernent. Je crois que le risque, c'est qu'on rentre dans un monde, parce qu'on regarde souvent dans le rétroviseur de l'histoire, et on a peur de l'État. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'État le problème. En revanche, il y a une forme de féodalisme qui est en train de s'instituer avec ces grands groupes. Donc c'est vraiment une réflexion politique, je crois, qu'il faut avoir. Alors maintenant, sur la deuxième question, bon, bien sûr, c'est très difficile. Est-ce qu'on pourrait reproduire avec une machine un cerveau ? Déjà, c'est une question ouverte, on n'en sait rien. Moi, ce que je crois, c'est que la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que même si on simule les fonctionnalités des cellules du cerveau, on aura quelque chose de différent. Après, est-ce qu'on peut reproduire une conscience ? Ça, c'est encore une question ouverte, parce que le terme conscience est polysémique, ça veut dire plusieurs choses. Donc, qu'on puisse produire une machine qui se représente elle-même, ça, c'est peut-être possible. Mais qu'on puisse produire une machine qui éprouve des émotions, qui soit analogue aux nôtres, alors ça, c'est beaucoup plus délicat, parce qu'on ne sait pas exactement, de ce point de vue-là, ce dont il s'agit. Bonjour. Je pense que effectivement, l'un des avenirs pour les intelligences artificielles qui serait sans doute très intéressant pour tout le monde, c'est d'avoir des espèces de valets qui pourront nous servir et être quotidiennement là avec nous. Mais là, pour l'instant, c'est aux mains justement des grands groupes. Est-ce que vous pensez que dans un horizon proche, on pourra avoir accès à ce genre de choses de manière en open source ou avec des codes clairs ou de manière à ce que chacun puisse avoir chez lui la base de données en elle-même, en fait, et que du coup, ça tourne en interne, en quelque sorte. A priori, les outils d'intelligence artificielle sont assez largement diffusés. Il faut bien comprendre quand même que les techniques sont à la fois extrêmement difficiles à mettre en œuvre parce qu'il y a beaucoup d'ingénierie, mais les principes sont assez bien connus. Et donc, rien n'empêche d'avoir ces dispositifs n'importe où. Et d'ailleurs, les grands groupes de l'intelligence artificielle mettent leur code en accès libre. Mais après, bien sûr, pour arriver à apprendre, il faut énormément de données. Alors ça, les données, nous ne les avons pas tous. Et ce sont souvent ces grands groupes qui les possèdent. Donc, voilà, je ne peux pas avoir de réponse définitive, mais il y a quand même la contrainte, je crois, des données qui est très très forte. Et c'est vrai que Facebook ne va pas vous donner accès à toutes les données individuelles, elle les garde quand même jalousement. Et en même temps, on ne peut pas les condamner, parce que si elles donnaient accès à tout, ça veut dire que la vie privée serait ouverte complètement. Donc ça, je crois que ce sont ces questions qu'il faudra résoudre dans l'avenir. Moi, j'avais à un moment donné formulé ça en disant que dans le monde qui va venir, on n'a pas un dilemme éthique, mais on a un trilemme éthique. C'est-à-dire qu'il y a les données, il y a l'exigence de protection de la vie privée. Et face à ça, il y a l'exigence de sécurité. Et bien sûr, c'est un peu antinomique, c'est-à-dire que quelquefois, pour la santé par exemple, on a besoin que nos données personnelles soient divulguées à un certain nombre de gens sur la santé. Et puis, il y a une troisième exigence qui est l'exigence de transparence. On voudrait que les politiques soient transparents. On voudrait que les gens qui ont une position importante dans la société sont transparents. Alors, bien sûr, ça va à l'encontre de la vie privée, parce que si on veut, par exemple, vous allez me dire c'est un politique, c'est impuissant, mais bon, vous prenez quelqu'un qui certes a un rôle important dans la société, mais qui n'est pas richissime comme un instituteur. Bon, si vous avez vos enfants, vous avez envie de savoir s'il a une moralité irréprochable, vous voyez. Et en même temps, ça veut dire que ça fait intrusion dans la vie privée. Puis c'est la même chose sur les journalistes. Vous voulez dire, tiens, est-ce qu'il est engagé ? S'il est engagé, il n'est peut-être pas indépendant, etc. Et donc, vous voyez, c'est ces tensions, je pense qu'il faudra résoudre dans le futur, ce qui sera très difficile. Bonsoir. Vous parliez tout à l'heure de l'intelligence, la définition de l'intelligence donnée par J. Searle, je ne connais pas son prénom. Je voulais savoir si avec la recherche qui est plutôt récente aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une évolution, est-ce que ça a permis de donner une meilleure définition ? Et est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites, que ce soit en neurobiologie ou en psychologie, etc. Est-ce que ça permet de donner un indice sur ce que pourrait être l'intelligence ? Ou est-ce que ça a pas trop permis d'avancer, voilà. Alors que, comme toujours dans les sciences, ça permet de mieux comprendre certaines choses, mais en même temps, plus on comprend, moins on sait.
Et c'est la même chose dans les neurosciences. Hein. C'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec Harari. Harari nous dit que les neurosciences, ça nous permet de tout anticiper. Ben non. Ce qu'on sait avec les neurosciences, c'est que effectivement, c'est passionnant ce qu'on apprend avec les neurosciences. Mais en même temps, plus on en apprend, plus on se rend compte que c'est compliqué. Hein, si vous regardez ce que vous dit Stanislas Dehaene, vous dites le calcul. Alors vous allez dire, ok, c'est localisé, mais en fait non, il vous dit, il n'y a pas un calcul, il y a plein de façons de calculer. Hein, il y a un calcul sur les petits nombres, sur les grands nombres, sur les nombres approximatifs, etc. C'est pour ça que... Mais c'est ça, c'est l'aventure de la science. Hein, c'est-à-dire que plus on connaît, plus on mesure l'étendue de notre ignorance. Hein, mais en même temps, on connaît quand même plus de choses. Alors maintenant, pour revenir à John Searle, ce qui est important, c'est que John Searle, c'est un philosophe spécialiste du langage. Et les travaux qu'il a faits sur les actes de langage ont été réutilisés par des spécialistes d'intelligence artificielle pour faire des protocoles de communication entre agents. Et donc ça c'est vraiment extrêmement important. Vous voyez, ça a permis de faire beaucoup de progrès. Oui, bonsoir monsieur. En fait, j'ai bien retenu votre chiffre, en fait, c'est 2045. J'ai une question qui peut être assimilée à une autre question qui a été déjà posée. C'est, à votre avis, à 2045, ce AI, ça peut aller jusqu'où? En fait, ce que j'ai compris, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un outil où ça nous permet de faciliter la vie. Et aujourd'hui, j'ai aussi entendu plusieurs exemples. Et ce que je veux savoir, c'est qu'à votre avis, à 2045, voilà, cette année, et on peut aller jusqu'à où? En fait, ça peut nous faciliter, je sais pas, jusqu'à quel aspect, voilà. Alors, c'est toujours un exercice extrêmement difficile que de faire de la prospective, hein, de dire qu'est-ce qu'on fera en 2045. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que avec les technologies de l'information, à la fois on va continuer à progresser, mais en même temps, les applications sont toujours différentes de ce qu'on imaginait. Alors, je vais peut-être, pour bien comprendre ça, revenir dans le passé. Moi, donc, quand j'étais petit, on me racontait des histoires incroyables sur l'an 2000, en me disant qu'il y aurait des avions partout, etc. Et puis, je suis arrivé vers l'an 2000 et je ne voyais pas d'avions dans les rues. Je me disais, c'est décevant, mais au fond, je me disais, bon, c'est ça. Et je suis arrivé. Et puis, au moment où l'an 2000 est arrivé, je me souviens qu'on m'a demandé d'écrire un article sur l'an 2000. Et là, je me suis dit, mais en fait, l'an 2000, c'est vraiment l'an 2000. C'est-à-dire que ça a cette possibilité de surprise, et je crois que l'avenir nous surprend. Cette possibilité de surprise qu'on imaginait quand on était enfant, et ça s'est fait très rapidement. Regardez, le web, c'est né quand? C'est né en 89. Et ça s'est imposé progressivement au début, juste au moment du passage à l'an 2000. Et ça a changé beaucoup de choses dans le monde. Alors vous ne vous rendez pas compte, bien sûr, d'Internet, parce que vous baignez dedans. Mais moi, la première fois, vous voyez, dans le début des années 90, c'était mon domaine, puis j'utilisais le courrier électronique depuis longtemps, et puis je devais aller au Japon. Et là, j'ai regardé et j'ai visité mon hôtel sur Internet. Alors c'est banal aujourd'hui, mais bon, c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et le fait qu'on puisse acheter comme ça... c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Donc je crois que ce qui se produit avec la technologie et avec la science, c'est que justement, elle nous surprend, elle n'est jamais tout à fait ce que l'on imagine. Et donc ce qu'on peut espérer de mieux, je crois, pour 2045, c'est qu'elle nous surprenne, et qu'elle nous surprenne de façon positive. Un des arguments que vous avez avancé pour la réfutation de l'hypothèse de la perte de contrôle qui était avancée par Stephen Hawking, c'est qu'on ne peut pas être sûr qu'on va pouvoir continuer à appliquer la loi de Moore. La loi de Moore est semi-empirique, c'est clair, vous l'avez dit, mais d'un autre côté, vous n'avez pas d'argument pour dire qu'elle ne va pas continuer à pouvoir être vérifiée au moins dans les 50 prochaines années. Donc, en d'autres termes, ni vous, ni moi, ni personne dans cette salle, ne pouvons être certains que la loi de Moore,
va être appliqué. Ce que moi j'observe, parce que j'utilise du big data, c'est que très souvent les capacités de stockage vont augmenter, mais les capacités de traitement de ces big data, par contre, deviennent de plus en plus complexes et plus difficiles. Là où je veux en venir, c'est qu'on ne peut donc pas complètement réfuter cette hypothèse de la perte de contrôle, mais si perte de contrôle il y a, la question qu'on peut se poser, c'est quelle serait la motivation de la machine pour cette perte de contrôle. Et donc, puisque c'est votre domaine, c'est certainement quelque chose auquel vous avez réfléchi, et ce serait peut-être intéressant de nous faire partager vos pensées par rapport à cette question. Non, moi, ce qui me gêne, c'est pas que ce soit impossible. D'ailleurs, je ne démontre pas que c'est impossible, ce qu'il raconte. Ce que Stephen Hawking ou ce que pas Bill Gates, Ray Kurzweil raconte. Mais c'est un scénario parmi d'autres. Or, vous savez, quand les scientifiques, les spécialistes du climat nous parlent du réchauffement, ils confrontent tout un tas de scénarios. Et il y a une convergence des scénarios. Le problème, c'est que là, ils confrontent à aucun scénario. Et ils nous expliquent que ça va se passer comme ça. C'est la seule chose. C'est ça que je critique. Parce que ce scénario est certes plausible, en sens où beaucoup de gens acquiescent, mais il est extrêmement improbable. Et c'est bien la question. Alors ensuite, donc, effectivement, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait une machine qui ait une volonté propre ? Pour l'instant, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et je crois que ça provient en réalité d'une confusion entre deux choses qui sont l'autonomie et l'automatisme. Et justement, si on relit des gens comme Simondon, il nous dit justement, hein, qu'est-ce que c'est être autonome ? Être autonome, c'est se débrouiller tout seul. Se débrouiller tout seul, quels que soient les aléas, et prendre soi-même les décisions. Mais c'est l'inverse de l'automatisme. D'une certaine façon, hein, être autonome, c'est être le moins automatique possible pour être le plus adaptable possible. Or, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des automatismes. Et ça, c'est très bien, ça nous rend beaucoup de services. Mais justement, contrairement à ce qu'ils nous racontent, on ne développe pas de machines vraiment autonomes, hein, c'est-à-dire qui sont capables de s'adapter, ou elles s'adaptent dans des cas qui sont extrêmement limités. Bonsoir, j'ai le privilège de la dernière question. Super. Alors moi, justement, c'est une question peut-être un peu moins sur la technologie elle-même, mais peut-être plus sur le côté politique que vous avez mentionné justement. Et donc je me demandais, aujourd'hui, donc c'est les multinationales qui détiennent énormément de fonds et qui ont aussi l'accès à ces intelligences artificielles, en tout cas aux dernières avancées de ces technologies. Et donc je me demandais qu'est-ce qui va se passer et comment on pourrait quelque part se défendre face à ces géants qui aujourd'hui détiennent nos données, détiennent énormément de fonds et détiennent les dernières avancées dans ces technologies. Et qu'est-ce que éventuellement les États pourraient faire pour demain défendre l'individu face à ces monstre froid peut-être, enfin, je sais pas. Bon, c'est la grande question, hein. Et d'ailleurs, je vous ai dit, outre l'irritation hein, que j'éprouvais hein, face à ces déclarations, hein, j'avais derrière l'impression que les vraies questions, c'était ces questions politiques et que c'est celles-là dont il faut prendre conscience aujourd'hui. Et il se trouve que j'avais écrit il y a quelques années un ouvrage, et je voudrais d'ailleurs reprendre ça, sur une réflexion sur ces formes politiques nouvelles. Hein. Je crois que c'est très important. Alors, bien sûr, j'ai pas de solution clé en main, mais je pense quand même qu'il ne faut jamais désespérer, justement. Hein, rien n'est totalement déterminé. La politique, justement, hein, c'est toujours le fait, tout d'un coup, hein, de changer un tout petit peu les règles. Et ces grands groupes, à la fois, ont une puissance colossale, mais en même temps, ils ont une forme de fragilité qui est liée à la nature même de l'information. C'est-à-dire que l'information, c'est une petite rumeur, et vous le voyez de plus en plus aujourd'hui. Regardez le monde politique. Une rumeur qui court, hein, qui a l'air tout à fait anodine, et tout d'un coup, hein, un homme politique qui est un ministre, hein, ou qui a une position extrêmement importante, tout d'un coup est renversé. L'actualité est en train de nous le montrer. Et donc ces groupes l'ont compris. Et donc ils l'ont tellement bien compris que, si vous regardez, c'est ça qui est désarmant avec ces grands groupes. C'est que, vous savez, moi d'abord, quand on rencontre les gens de Google, le problème, c'est qu'ils sont extrêmement sympathiques. Non, mais je me souviens, un jour, j'étais dans une table ronde, hein, et c'était les chefs de sécurité d'entreprise.
Bon, là, c'est plutôt des businessmen. Hein. Moi, j'étais universitaire. Et puis là, il y a le type de Google. Hein. Il était comme vous voyez, avec la casquette à l'envers en plus et tout. Et, non, mais c'est... Et je veux dire, c'est difficile parce que... Et donc, bon, il nous dit, ben, nous, on a le souci de l'individu des gens. Donc, on va vous aider à crypter vos données. Et chaque fois, ils vous disent, on va vous aider. Et simplement, à un moment donné, je suis d'accord, mais lorsque nous posons une requête sur votre moteur de recherche, vous l'aspirez? Alors, il m'a dit oui. Et j'ai dit, justement, c'est le problème, vous n'êtes pas obligé de l'aspirer. Et donc, il y a un moteur français, justement, hein, qui propose de ne pas aspirer cette requête. Et bien, je pense que c'est ça. Le futur, c'est que il faut imposer collectivement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on ait une réflexion commune et qu'on se dise non, on veut que le monde soit de cette façon-là. C'est-à-dire des vraies forces politiques, soit des forces raisonnables, mais qui en même temps imposent à ces grands groupes des changements de règles. Et ça, je crois que pour le futur, ce sera tout à fait essentiel. Alors, est-ce que les États peuvent nous aider pour faire ça? Je n'en suis pas totalement certain. Peut-être qu'ils peuvent y participer, mais je pense qu'il faut aussi qu'il y ait des nouvelles formes d'organisation, justement, entre autres avec les réseaux, pour essayer d'imposer un certain nombre de choses à ces grands groupes. Bien, nous sommes obligés de nous arrêter là. Merci beaucoup Jean-Gabriel Ganassia. Merci également à Jérôme Azé.